Une gouvernante a été condamnée à la réclusion à perpétuité pour avoir volé des bijoux d'une valeur de plusieurs millions de dollars dans le manoir. Lors de l'audience, la plus jeune fille de la famille est entrée en courant avec un enregistrement qui a laissé tout le monde stupéfait. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. L'arôme doux du café fraîchement préparé remplissait la cuisine spacieuse du manoir alors qu'Évangéline, la gouverneure de 55 ans, se déplaçait avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque recoin de cet environnement. Ses cheveux grisonnants étaient toujours attachés en un chignon discret et le tablier immaculé blanc contrastait avec sa robe bleu marine. Avec des gestes précis et délicats, elle organisait le plateau du petit déjeuner, prenant un soin particulier avec la tasse préférée d'Émilie, une fillette de 8 ans décorée de dessins colorés. « Émilie, mon amour, viens prendre ton chocolat chaud avant qu'il ne refroidisse », appelait Évangéline, son visage s'illuminant en voyant la fille courir dans la cuisine, encore en pyjama et avec les cheveux ébouriffés. Émilie serrait fermement la taille d'Évangéline, son petit visage rond débordant de joie tandis que la gouverneure coiffait tendrement ses cheveux sombres. Les deux avaient développé une connexion spéciale au fil des ans, comblant le vide créé par l'absence constante de Vivien, la mère toujours occupée par des événements sociaux. « Évangéline, raconte-moi encore l'histoire du prince enchanté qui s'est transformé en grenouille », supplia Émilie en s'asseyant à la table de la cuisine tandis que la gouverneure lui servait son chocolat chaud avec précisément 3 biscuits, exactement comme la fille l'aimait. Évangéline souriait, se préparant pour une autre séance de contes qui captivait tant la petite. Vivien Hargrove observait la scène depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, ses lèvres rouges pincées en une ligne tendue, ses yeux vert émeraude froid suivant chaque mouvement de la gouverneure avec une irritation croissante. La bague en diamant à son doigt tournait nerveusement alors qu'elle assistait à l'intimité entre sa fille et l'employé. Alors pourquoi Émilie ne peut-elle tout simplement pas prendre son petit déjeuner dans la salle à manger comme une fille de son rang devrait le faire, pensa-t-elle en ajustant ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Le son du rire de sa fille, accompagné de la gaieté, semblait gratter ses oreilles comme des ongles sur un tableau noir. Évangéline remarqua la présence de Vivien et son attitude changea subtilement. Des années d'expérience lui avaient appris à lire les humeurs de sa maîtresse et aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de plus intense dans l'air. Elle continua de préparer le petit déjeuner de la famille avec la même efficacité, mais ses mouvements devinrent plus retenus, plus prudents. Le petit déjeuner de Madame Vivien est servi dans la salle à manger principale. J'ai préparé ses rôles. Monsieur Sterling apprécie tellement, dit Évangéline en faisant référence au mari absent de Vivien, en gardant le ton professionnel qu'elle utilisait toujours avec sa maîtresse. L'atmosphère dans la cuisine, autrefois légère et accueillante, semblait maintenant chargée d'une tension palpable. Émilie, sensible aux changements atmosphériques comme seuls les enfants peuvent l'être, baissa le volume de son rire mais resta proche d'Évangéline. La gouverneure poursuivait ses tâches, alternant des sourires discrets vers Émilie avec des regards vigilants vers Vivien, qui restait debout dans l'embrasure de la porte comme une statue de glace, observant chaque détail avec un intérêt dépassant la supervision normale d'une maîtresse. « Ma chère, finis ton petit déjeuner, ta leçon de piano commence dans 20 minutes, rappela doucement Évangéline, essayant de maintenir la normalité de la routine. Vivien entra enfin dans la cuisine, ses talons aiguilles marquant chaque pas comme un métronome implacable sur le sol en marbre. Le parfum intense et coûteux qu'elle portait commençait à dominer l'arôme du café, créant un mélange étouffant dans l'environnement. Elle s'arrêta à côté de sa fille, ses ongles parfaitement manucurés tapant sur la surface de la table de cuisine. « Évangéline, après le petit déjeuner, j'ai besoin que tu organises mon placard, en particulier la section des bijoux. J'ai remarqué quelques irrégularités, dit Vivien, ses mots sortant comme des glaçons, faisant frissonner involontairement Évangéline. Le sourire d'Évangéline vacilla un instant, mais elle conserva la composture professionnelle que des années de service avaient perfectionnée. Émilie regarda de l'une à l'autre, ses petits sourcils froncés par la confusion face à la tension qu'elle ne comprenait pas entièrement. La gouverneure commença à rassembler quelques tasses usagées, ses mouvements désormais plus mécaniques, et répondit d'une voix contrôlée. « Certainement, Madame Vivien. Dès que j'aurai fini d'organiser le petit déjeuner et que j'aurai emmené Émilie à sa leçon de piano, je consacrerai toute mon attention à votre placard. » Vivien observait chaque mouvement de la gouverneure avec des yeux perçants, sa présence dominant l'environnement comme une ombre grandissante. Le soleil du matin, filtrant à travers la fenêtre de la cuisine, semblait incapable de dissiper l'obscurité qui s'installait dans l'air. Émilie, terminant son chocolat chaud,
tenait la main d'Évangéline sous la table, ressentant instinctivement que sa bien-aimée maîtresse avait besoin de réconfort. « Maman, Évangéline, peux-tu me raconter une autre histoire avant le cours de piano ?» demanda Émilie avec espoir, sa voix enfantine coupant le silence tendu comme une cloche dans une cathédrale vide. La réponse de Vivien fut un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Pas aujourd'hui, ma chère. Évangéline a beaucoup de responsabilités à gérer. » Son regard croisa celui de la gouverneure. À ce moment-là, Évangéline eut l'impression de fixer l'abîme. Quelque chose allait se produire, quelque chose qui changerait à jamais le cours de cette matinée apparemment ordinaire. En réalité, Vivien poursuivit, sa voix prenant un ton qu'Évangéline n'avait jamais entendu auparavant, « Je pense que nous devons avoir une conversation très sérieuse au sujet des responsabilités et de la confiance, n'est-ce pas Évangéline ?» Le silence dans la cuisine s'épaissit alors que Vivien s'approchait de la table où son sac de travail était posé. Évangéline gardait ses mains occupées à nettoyer le comptoir, essayant de contrôler les tremblements qui commençaient à se manifester dans ses doigts. Émilie resta assise, ses grands yeux alternant entre sa mère et sa chère gouverneure, ressentant la tension grandissante dans l'air. Évangéline et Vivien prononcèrent chaque syllabe comme si elles étaient de petites poignardes. « Où est ma montre-bracelet, celle qui était sur ma coiffeuse la nuit dernière ?» Évangéline se tourna lentement, faisant face au regard accusateur de sa maîtresse avec dignité. Ses 20 ans de service dévoué à la famille semblaient peser sur ses épaules à cet instant. « Madame Vivien, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Je n'ai touché aucune montre, » répondit-elle, sa voix tremblante mais ferme alors qu'elle essuyait ses mains sur son tablier immaculé blanc. Émilie serra son ours en peluche plus fort, sentant la peur grandir dans son petit cœur. Vivien se déplaça comme un prédateur encerclant sa proie, ses talons résonnant sur le sol de la cuisine comme un prélude omineux. Ses yeux verts scintillaient d'une rage contenue alors qu'elle s'approchait. Le sac d'Évangéline, accroché discrètement à un crochet près de la porte arrière, fut examiné. « Vous savez, Évangéline, je vous ai fait confiance pendant toutes ces années. Je vous ai laissé prendre soin de ma maison, de ma fille, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement à la mention d'Émilie, « mais dernièrement, j'ai remarqué de petites disparitions. D'abord, c'était une paire de boucles d'oreilles, puis un broche et maintenant ma montre. » Le visage d'Évangéline pâlit visiblement lorsque Vivien prit son sac. « Madame, s'il vous plaît, » commença-t-elle, sa voix presque un murmure, « j'ai travaillé pour cette famille pendant 2 décennies. Je ne prendrai jamais ?» Ces mots furent brutalement interrompus par le bruit violent de l'ouverture du sac. Vivien commença à fouiller à travers son contenu, jetant les affaires personnelles de la gouverneure sur la table, un petit miroir, un rouge à lèvres usagé, un mouchoir brodé, quelques billets soigneusement pliés. Émilie se leva de sa chaise, des larmes commençant à se former dans ses yeux enfantins. « Maman, arrête. Évangéline ne prendra jamais rien de toi, » protesta la fille, sa voix tremblante d'un mélange de peur et d'indignation. Vivien ignora la supplication de sa fille et poursuivit sa recherche frénétique. Évangéline resta paralysée, comme si ses pieds étaient enracinés au sol, regardant sa vie privée être violée sous ses yeux. « Madame Vivien, si vous me laissez expliquer ?» tenta-t-elle de nouveau, mais ses mots semblaient incapables de percer la barrière de suspicion que Vivien avait érigée. Le bruit du métal contre le métal résonna dans la cuisine alors que Vivien retournait le sac, vidant son contenu sur la table. Parmi les derniers objets qui tombèrent, quelque chose brillait d'un reflet doré dans la lumière du matin. Le temps sembla s'arrêter alors que tous les regards se fixaient sur l'objet. Parmi les clés froissées et les reçus se trouvait la montre manquante. Vivien ramassa la pièce avec des doigts tremblants, ses yeux brûlants de triomphe cruel. « Alors, Évangéline, vas-tu encore le nier ?» Évangéline sentit ses jambes faiblir, devant se pencher contre le comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. Son visage prit une pâleur mortelle alors qu'elle fixait la montre, incapable de comprendre sa présence parmi ses affaires. « C'est impossible, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne l'ai jamais. » Émilie commença à pleurer ouvertement, courant pour étreindre la gouverneure, mais Vivien la tira brusquement par le bras, la tenant loin d'Évangéline. Le son strident du téléphone coupa l'air tendu de la cuisine. Vivien, toujours tenant Émilie d'une main et la montre de l'autre, sourit d'un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Je pense savoir qui appelle, » dit-elle, sa voix lourde de satisfaction cruelle. « Ça doit être la police. Dès que j'ai remarqué que la montre manquait, j'ai su que tu ne résisterais pas à la tentation de prendre autre chose avant de partir. Évangéline, des gens comme toi montrent toujours leur vraie nature. » Évangéline sentit le monde tourner autour d'elle, ses décennies de dévouement s'effondrant comme un château de cartes.
Ses yeux rencontrèrent ceux d'Émilie, qui pleurait silencieusement dans l'étreinte ferme de sa mère. « Émilie, mon amour » murmura Évangeline, sa voix étranglée, « tu sais que je ne prendrai jamais rien. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, le son des sirènes commença à résonner au loin, approchant du manoir. Vivien laissa échapper un court rire sans humour en ajustant ses cheveux avec sa main libre. « Eh bien, Évangeline, je suppose qu'il est temps pour toi de payer pour tes crimes. » Le son des sirènes devint de plus en plus fort à chaque seconde et Évangeline sentit son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Émilie continuait de pleurer, maintenant en sanglotant ouvertement, tandis que Vivien gardait un sourire satisfait sur son visage. La gouverneure jeta un dernier regard à la montre sur la table, un objet qu'elle n'avait jamais vu auparavant à ce moment-là, et sentit une vague de vertige l'envahir. Les mots de Vivien résonnaient dans son esprit, « Des gens comme toi montrent toujours leur vraie nature. » Pour la première fois en 20 ans, Évangeline ressentit non seulement de la peur, mais aussi un profond sentiment de trahison qui la laissa sans voix. Le son des sirènes envahit le manoir comme une tempête, illuminant les murs de la cuisine avec les éclairs de lumière rouge et bleue. Évangeline resta immobile, ses mains serrant le tablier blanc qui semblait maintenant peser une tonne. L'arôme du café du petit déjeuner persistait dans l'air, se mêlant au parfum coûteux de Vivien, créant une atmosphère suffocante. Émilie continuait de pleurer, ses sanglots résonnant dans la cuisine alors qu'elle essayait de se libérer de l'emprise ferme de sa mère. « Évangeline n'est pas une voleuse, maman. »« Elle ne peut pas être une voleuse » hurla la fille, sa voix enfantine emplie de désespoir. Vivien maintenait un sourire satisfait sur ses lèvres peintes en rouge, tenant la montre comme s'il s'agissait d'un trophée. Le son de lourds pas approchant l'entrée arrière fit trembler visiblement Évangeline. La gouverneure regarda ses mains, les mêmes mains qui, pendant 20 ans, avaient préparé les repas, fait les lits, séché les larmes et offert des étreintes réconfortantes dans cette maison. Comment cela peut-il se produire, pensa-t-elle, ressentant un vertige menaçant de la faire tomber. Le sol en marbre sous ses pieds semblait se balancer comme un bateau sur des eaux turbulentes. 2 policiers entrèrent dans la cuisine, leurs uniformes immaculés contrastant avec le chaos émotionnel de la scène. Vivien s'avança immédiatement, sa posture émanant de l'autorité. « Messieurs, j'ai trouvé cette montre précieuse dans son sac, ainsi que d'autres bijoux qui avaient disparu, » déclara-t-elle, sa voix chargée de venin, entendant la montre comme preuve. Évangeline sentit son cœur s'arrêter un instant. « D'autres bijoux ? Quels autres bijoux ?» Sa confusion rencontra les yeux d'Émilie, qui luttait encore dans l'emprise de sa mère. Les officiers s'approchèrent d'Évangeline, qui instinctivement fit un pas en arrière, son dos frappant le comptoir de la cuisine. « Madame, vous devrez venir avec nous » dit l'un d'eux d'une voix professionnelle et distante. L'autre officier commença à fouiller plus minutieusement le sac d'Évangeline, à la terreur de la gouverneure, il commença à retirer plus de bijoux, une paire de boucles d'oreilles en diamant, un collier de perles, une broche en or. Des objets qu'elle n'avait jamais vus auparavant sortir de son simple sac comme un tour de magie macabre. Émilie réussit enfin à se libérer de l'emprise de Vivien et courut vers Évangeline, mais fut arrêtée par l'un des officiers. La fille cria et pleura, son visage rouge de détresse. « Émilie, Évangeline, ne les laissez pas vous prendre, s'il vous plaît. Maman, arrêtez-les. » Vivien saisit de nouveau sa fille, cette fois avec plus de force, murmurant quelque chose à son oreille qui fit s'écarquiller les yeux de la fille et la fit tomber soudainement silencieuse, bien que des larmes continuaient de couler silencieusement sur son visage. Alors que les officiers se préparaient à menotter Évangeline, elle remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement d'Émilie. La fille avait cessé de se débattre et la regardait maintenant avec une expression différente, un mélange de peur et de culpabilité. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent et Évangeline sentit son cœur se serrer en voyant la petite fille détourner rapidement les yeux comme si elle ne pouvait pas soutenir ce contact visuel. Il y avait quelque chose là, quelque chose d'important qu'elle ne pouvait pas comprendre au milieu du tourbillon d'émotions. Le métal froid des menottes se referma autour des poignets d'Évangeline, le bruit du clic résonnant dans la cuisine comme une sentence finale. Vivien lissa ses cheveux d'une main tout en maintenant Émilie près d'elle de l'autre, son sourire triomphant encore plus prononcé. « Tu vois, ma chère, » dit-elle à sa fille assez fort pour que tout le monde entende, « c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire confiance aux gens comme elle. Ils nous déçoivent toujours à la fin. » Évangeline sentit les mots comme des poignards dans son cœur, mais quelque chose dans la réaction d'Émilie la troubla encore plus que les accusations.
Les officiers commencèrent à conduire Évangeline hors de la cuisine, passant devant la table où les tasses du petit déjeuner étaient encore posées, le chocolat chaud d'Émilie à moitié bu, les biscuits inachevés, des années de sa vie réduites à ce moment d'humiliation et de confusion. Alors qu'elle était emmenée, Évangeline regarda en arrière une dernière fois, ses yeux rencontrant ceux d'Émilie à nouveau. La fille mordait maintenant force à l'air inférieur, comme elle le faisait toujours quand elle cachait quelque chose, et c'est à ce moment qu'Évangeline réalisa qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Le dernier son qu'elle entendit en quittant le manoir fut la voix de Vivien, douloureusement douce. « Émilie, ma chérie, va dans ta chambre maintenant. Maman doit passer un appel important. » La gouverneure sentit un frisson parcourir son échine au ton utilisé par Vivien et quelque chose dans son instinct lui disait que ce n'était que le début d'un cauchemar bien plus grand. Alors que les portes de la voiture de patrouille se fermaient, Évangeline ne pouvait s'empêcher de penser à l'expression coupable d'Émilie et au sourire victorieux de Vivien. Quel jeu sombre se jouait dans ce manoir et pourquoi avait-elle ce terrible pressentiment que la petite Émilie était en quelque sorte au centre de tout cela? Des heures plus tard, le grincement métallique de la porte de la cellule résonna à travers les couloirs froids de la prison alors qu'Évangeline était poussée à l'intérieur. Son uniforme de gouverneur, autrefois immaculé et blanc, était maintenant froissé et taché après des heures de procédure d'admission. Le chignon de ses cheveux, toujours si soigneusement arrangé, commençait à se défaire, des mèches grises tombant sur son visage pâle et fatigué. Une détenue plus âgée assise sur le lit superposé interrompit sa lecture pour observer la nouvelle venue avec des yeux critiques. Une autre madame, tombant de ses talons, murmura assez fort pour que toutes les autres détenues dans le couloir entendent. L'espace exigu de la cellule semblait suffoquer Évangeline, qui restait debout près de l'entrée, les mains toujours légèrement tremblantes. Le matelas mince du lit inférieur exhalait une odeur de moisi qui faisait chuter son estomac douloureusement, lui rappelant les draps parfumés qu'elle changeait autrefois dans le manoir. Les murs gris griffonnés de marques d'autres détenus semblaient se refermer sur elle comme un piège cruel. Une voix rauque vint de quelque part dans le couloir, et, dame au tablier blanc, combien as-tu volé à ta maîtresse? Ça a dû être une fortune pour te retrouver ici avec nous. Le son de rire malveillant résonna dans le couloir, faisant serrer Évangeline les bras autour de son corps comme si elle pouvait se protéger des moqueries. Ses pensées volaient vers Émilie, imaginant la fille seule dans le manoir, probablement encore en train de pleurer. Le souvenir du regard coupable de l'enfant avant son arrestation la dérangeait encore profondément. Une jeune détenue passa devant sa cellule, s'arrêtant pour la regarder avec un sourire tordu. « Regarde cette jolie, les filles. Nous avons une gouverneure dans notre manoir, je me demande si elle sait aussi nettoyer les cellules. » La codétenue d'Évangeline descendit du lit superposé avec un mouvement agile, se révélant être une femme grande et mince avec des bras tatoués et un regard qui en avait vu trop dans la vie. Elle s'approcha lentement, tournant autour d'Évangeline comme un vautour examinant chaque détail de son uniforme. « Alors, tu es la nouvelle sensation, la gouvernante qui a volé les bijoux de la riche dame. J'ai vu ton visage à la télévision plus tôt. Tu ne ressembles pas au genre de personne qui vole, mais on ne sait jamais, n'est-ce pas ?» Son ton était un mélange de curiosité et de menaces voilées qui fit frissonner Évangeline. Les heures passaient comme des jours alors qu'Évangeline restait debout, incapable de s'asseoir sur le lit qui lui était assigné. Le bruit constant des voix, des cris et des portes claquées créait une symphonie infernale qui semblait percer ses tympans. Un gardien de prison passa devant la cellule, frappant son bâton sur les barreaux. « Whitmore, ton uniforme est arrivé. Enlève ces vêtements de madame maintenant. » L'ordre sec fut suivi de nouveaux rires des autres détenus qui s'entassaient dans leurs cellules pour observer la transformation de la gouvernante. L'uniforme orange de prison pesait dans ses mains comme s'il était fait de plomb. Évangeline regarda son tablier blanc une dernière fois, ses mains caressant le tissu familier comme si c'était la peau d'un être cher. 20 ans de travail honnête réduit à la suspicion et à l'humiliation. Sa codétenue laissa échapper un son d'impatience. « Dépêche-toi, princesse. Ce n'est pas comme le manoir de madame ici. Tu sais, si le gardien te dit de changer de vêtements, tu ferais mieux d'obéir avant qu'il ne décide de t'aider. » Le processus de changement de vêtements était une torture. Chaque pièce de l'uniforme de gouvernante qu'Évangeline enlevait semblait emporter avec elle un morceau de sa dignité. Les autres détenus regardaient avec un intérêt cruel, faisant des commentaires et des blagues sur sa peau claire et ses mains non calleuses. « Regarde comme elle est délicate, elle a dû se casser un ongle en volant ses bijoux, imbécile !» cria quelqu'un, déclenchant une nouvelle vague de rire. Évangeline tenta de les ignorer, mais chaque mot était comme une aiguille perçant son âme déjà fragile. Vêtue de l'uniforme orange de prison, Évangeline s'assit finalement sur le bord du lit inférieur,
les yeux fixés sur le sol en béton. Le grincement des ressorts du matelas semblait résonner dans toute la cellule, marquant officiellement son entrée dans ce nouveau monde. Sa codétenue retourna sur le lit supérieur, reprenant sa lecture comme si de rien n'était. « Bienvenue à HMID, dit-elle, sa voix portant un ton d'amusement sombre. J'espère que tu es forte, car d'après ce que j'ai entendu dans les couloirs, certaines détenues prévoient déjà de donner une bienvenue appropriée à la voleuse de madame. » Le soleil commençait à se coucher, peignant les murs de la cellule avec des ombres orange sang. Évangeline ferma les yeux, essayant de se concentrer sur l'image d'Émilie, l'innocence de son sourire, la pureté de son amour. Mais même ses doux souvenirs étaient maintenant ternis par l'expression coupable qu'elle avait vue sur le visage de la fille un instant avant son arrestation. Un doute cruel commença à se former dans son esprit. Y avait-il quelque chose dans cette histoire qu'elle ne voyait pas? Le son de davantage de détenus approchant sa cellule la ramena à une réalité brutale. « Et, gouvernante » appela une voix rugueuse. « Tant de cours de main. J'ai hâte de montrer comment nous traitons les voleuses de madame ici. » La lumière matinale dure punissait la cour de récréation lorsqu'Évangeline y entra pour la première fois, le béton fissuré et l'uniforme orange encore rigide et rugueux contre sa peau la distinguant des autres détenus dont les vêtements s'étaient estompés avec le temps. L'air était chargé d'une tension palpable et Évangeline pouvait sentir des dizaines de regards hostiles suivre chacun de ses mouvements. Sa codétenue avait murmuré un avertissement avant de partir, « Reste près du mur et ne croise le regard de personne. Il cherche n'importe quelle excuse. » Un groupe de détenus jouant aux cartes dans un coin de la cour commença à se lever comme des prédateurs se préparant à une attaque. Évangeline reconnut certaines des voix qui l'avaient taquiné la veille. Parmi elles, la leader du groupe, une femme robuste avec des cicatrices sur les bras, commença à marcher vers elle. Les autres détenus se positionnèrent stratégiquement, formant un demi-cercle bloquant toute route d'évasion. « Alors, c'est la fameuse gouvernante qui a volé à son employeur, » dit la leader, sa voix dégoulinant de mépris. « Tu as dû beaucoup apprendre sur le nettoyage des bijoux en travaillant dans la chambre de madame, hein ?» Le cercle des détenus se referma lentement autour d'Évangeline qui tentait de rester calme malgré son cœur battant la chamade. Une des plus jeunes femmes, avec un sourire cruel, la poussa fort sur l'épaule. « Dis-nous, tante, c'est comment de voler quelqu'un qui te fait confiance? Ça doit être plus facile que de cambrioler dans la rue, non? Il te suffit de sourire et de paraître toute sainte. » Pendant 20 ans, les autres riaient et Évangeline goûta le goût amer de la peur dans sa bouche. « Je n'ai rien volé, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne l'avait prévu. « Je suis innocente. » Cela ne fit qu'engendrer plus de rires et de moqueries. La leader du groupe se rapprocha encore. Son souffle chaud sur le visage d'Évangeline. « Innocente? Il n'y a personne d'innocent ici, ma chère. Mais au moins, nous assumons ce que nous faisons. Toi, tu es pire en faisant semblant d'être toute correcte tout en volant en douce. » Ces mots étaient comme du poison, s'enfonçant profondément dans l'âme déjà blessée d'Évangeline. Les autres détenus commencèrent à chanter en chœur « Voleuse de madame, voleuse de madame ». Le son résonna à travers la cour, attirant plus de spectateurs dans le cercle rétréci. L'une des détenues les plus agressives heurta délibérément Évangeline, la faisant vaciller. « Oups, désolé madame. Je ne suis pas habituée à avoir des gens aussi raffinés ici », provoqua-t-elle, suscitant plus de rires du groupe. Évangeline tenta de retrouver son équilibre, mais une autre poussée vint de l'autre côté. C'était comme un jeu cruel de chat et de souris, et elle jouait clairement le rôle de la souris. Les gardiens observaient de loin, apparemment désintéressés par ce qui se passait. L'un d'eux bâilla comme si c'était juste un autre jour normal en prison. Le siège continuait de se resserrer et Évangeline pouvait sentir la sueur froide couler dans son dos. La leader du groupe attrapa une mèche de ses cheveux gris, la tirant doucement. « Tu sais ce que nous faisons avec les voleuses ici, surtout celles qui volent sous un masque de sainteté ?» Sa voix avait un ton menaçant qui fit trembler Évangeline. Les autres détenus se rapprochèrent de plus en plus, leurs expressions variant de l'amusement cruel à la colère genuine. L'une d'elles cracha par terre près des pieds d'Évangeline. « Les gens comme toi me dégoûtent. Au moins, nous n'avons pas à faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas. » Le soleil brûlant transformait la cour en fournaise, mais Évangeline ressentait un froid intérieur que aucune chaleur ne pouvait faire fondre. Ses pensées volaient vers Émilie, vers les moments de paix dans la cuisine du manoir, vers les histoires qu'elle racontait à la fille. Le souvenir de l'expression coupable sur le visage de l'enfant revenait avec force et quelque chose en elle devenait plus fort. « Tu peux penser ce que tu veux, dit-elle, sa voix basse mais ferme, mais je sais qui je suis.
Cela sembla encore plus irriter le groupe. La leader attrapa le col de son uniforme. « Oh vraiment? Alors voyons qui tu es vraiment, petite sainte. » Une détenue plus grande se positionna derrière Évangeline, bloquant complètement sa vue des gardiens. La leader du groupe sourit de manière menaçante. « Tu sais ce qui est pire qu'une voleuse? Une voleuse qui n'assume pas ce qu'elle est. » Elle fit un léger hochement de tête et Évangeline sentit de fortes mains agripper ses bras. La panique commença à la prendre alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Les voix autour d'elle se fondaient en un chœur sinistre. « Montre-nous comment nous traitons les voleuses de madame. » Le cercle des détenus était maintenant si fermé qu'Évangeline pouvait à peine voir le ciel au-dessus. L'air semblait de plus en plus rare et elle pouvait sentir la haine émanant de ces femmes. La leader s'approcha de nouveau, ses yeux brillant d'une cruauté calculée. « Maintenant, tu vas apprendre ce qu'est la vraie vie, gouverneur. Ici, il n'y a pas de maîtresse riche pour te protéger, pas de petite fille gâtée à tromper. Bienvenue à ta véritable place. » Le son des doigts claquants résonna à travers la cour et Évangeline sentit son cœur s'arrêter un instant, sachant que le pire était encore à venir. Le premier coup frappa Évangeline à l'estomac, la privant d'air. Ses jambes faiblirent, mais les mains qui la tenaient la maintenaient droite, la forçant à faire face davantage. La douleur aiguë fit obscurcir sa vision un instant. Dans cet instant de désespoir, elle sentit quelque chose tomber de sa poche, une petite photo pliée qu'elle avait réussi à cacher pendant la fouille. Le papier glissa sur le sol de la cour, s'arrêtant au pied de la leader du groupe qui la ramassa avec un sourire méchant. « Qu'avons-nous ici? Un souvenir de la belle vie » taquina-t-elle en dépliant la photo avec des doigts rugueux. L'image révélait Émilie souriante, assise à la table de la cuisine avec un chocolat chaud, prise dans l'un de ces moments simples de bonheur qui semblaient maintenant appartenir à une autre vie. Évangeline sentit son cœur se serrer en regardant la leader examiner la photographie avec un intérêt croissant. Les autres détenus s'approchèrent pour voir et des murmures commencèrent à circuler. « C'est la fille de la maîtresse », commenta quelqu'un et le ton des voix changea subtilement. La leader regarda de nouveau Évangeline, ses yeux portant maintenant quelque chose au-delà de la cruauté initiale, de la curiosité et peut-être un soupçon de confusion. « Pourquoi gardes-tu la photo de la fille pour te souvenir de ce que tu lui as volé ?» Évangeline trouva la force qu'elle ne savait pas qu'elle avait, se redressant malgré la douleur pulsant dans son corps. « Émilie est comme une fille pour moi, » dit-elle, sa voix étranglée mais ferme. « Pendant 20 ans, je l'ai vue grandir, sécher ses larmes, raconter ses histoires pour qu'elle s'endorme. Tu peux m'appeler comme tu veux, tu peux me battre, mais ne doute jamais de l'amour que je ressens pour cet enfant. » Ces mots portaient une telle vérité brute que pendant un instant, toute la cour se tut. La leader du groupe regarda de nouveau la photo, son visage durci par la vie en prison montrant une ombre fugace d'émotion. Une détenue plus âgée s'approcha, observant la photographie par-dessus l'épaule de la leader. Ses yeux s'adoucirent un instant. « Ma fille avait cet âge quand je suis arrivée ici, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Le commentaire sembla toucher quelque chose de profond chez les femmes autour d'elle. Plusieurs d'entre elles étaient des mères qui n'avaient pas vu leurs enfants depuis des années et la photo d'Émilie avec son sourire innocent était comme un miroir de leur propre perte. La leader du groupe plia lentement la photographie, son visage une masque impénétrable. « Pourquoi gardes-tu encore ça? Ça ne fera que faire plus mal, » dit-elle, sa voix portant désormais un ton différent. Évangeline tendit une main tremblante pour la photo. À sa surprise, la leader la lui rendit sans résistance. « Parce qu'au fond de mon cœur, je sais qu'il y a quelque chose de faux dans toute cette histoire, » répondit Évangeline en caressant l'image d'Émilie avec des doigts doux. Cette fille, le regard dans ses yeux quand ils m'ont emmené. Il y avait quelque chose de différent, comme si elle savait quelque chose. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter et Évangeline réalisa que c'était la première fois qu'elle exprimait ce soupçon tenace à l'intérieur d'elle. Certaines détenues échangèrent des regards significatifs comme si elles reconnaissaient quelque chose de familier dans son histoire. L'atmosphère dans la cour changea subtilement. Le cercle de femmes entourait toujours Évangeline, mais l'hostilité initiale avait cédé la place à une curiosité prudente. La leader croisa les bras, étudiant Évangeline avec des yeux expérimentés. « Tu crois vraiment que c'était un piège, que quelqu'un a planté les bijoux dans ton sac ?» Le ton de sa voix n'était plus moqueur mais d'un intérêt genuin. Évangeline tenait la photo contre sa poitrine comme si elle pouvait protéger Émilie et tous les bons souvenirs par ce simple geste. « Je ne peux pas l'expliquer, » répondit-elle. « Mais pendant 20 ans, j'ai travaillé dans cette maison. Pourquoi volerais-je quelque chose maintenant et pourquoi laisserais-je les bijoux dans mon propre sac ?» L'une des détenues plus jeunes,
qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança. La maîtresse, comment a-t-elle réagi lorsqu'elle a trouvé les bijoux? La question prit Evangeline par surprise, la faisant revivre le moment dans son esprit. Elle ne semblait pas surprise, répondit-elle lentement, comme si elle le réalisait pour la première fois. En fait, elle avait déjà appelé la police avant même de fouiller mon sac. Des murmures d'assentiment parcoururent le groupe. Plusieurs des femmes présentes savaient bien comment fonctionnaient les machinations, les injustices et les jeux de pouvoir. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, marquant la fin de l'heure du bain de soleil. Les gardiens commencèrent à se déplacer, préparant à ramener les détenus dans leurs cellules. La chef du groupe fit un pas vers Evangeline, sa posture toujours intimidante mais ses yeux portant une lueur différente. « Écoute bien, gouverneur. Si tu dis la vérité, tu dois découvrir ce qui s'est vraiment passé, car une chose que j'ai apprise ici, c'est que parfois les personnes les plus proches de nous sont celles qui nous blessent le plus. » Avec ces mots, elle fit signe au groupe de se disperser, laissant Evangeline seule avec ses pensées et la photo froissée d'Émilie. En revenant à sa cellule, Evangeline sentit chaque muscle de son corps protester de douleur, mais son esprit était étrangement clair. Les paroles de la chef résonnaient dans sa tête, se mêlant à l'image du regard coupable d'Émilie et au sourire triomphant de Vivien. Tenant la photo contre sa poitrine, Evangeline murmura une promesse à elle-même, « Je découvrirai la vérité, ma petite, même si c'est la dernière chose que je ferai. » À ce moment-là, un souvenir spécifique commença à se former dans son esprit, quelque chose qu'elle avait vu au manoir quelques jours avant son arrestation, un détail apparemment sans importance qui prenait maintenant une nouvelle signification. Son cœur commença à battre plus vite avec la réalisation que peut-être la clé de sa liberté était cachée dans ses propres souvenirs. Émilie restait recroquevillée sur le lit simple de la chambre d'Evangeline, ses petites mains serrant l'oreiller de la gouvernante comme s'il s'agissait d'un bouée de sauvetage au milieu d'une tempête. La chambre de la servante, habituellement si propre et accueillante, semblait maintenant froide et vide sans la présence de sa bien-aimée Evangeline. Les rideaux beiges se balançaient doucement dans la brise de l'après-midi, apportant le parfum du jardin que la gouverneure aimait tant entretenir. Les larmes de la jeune fille maculaient l'étui d'oreiller blanc alors qu'elle murmurait pour elle-même « Pourquoi n'es-tu pas là, Evangeline? Pourquoi ne reviens-tu pas me raconter des histoires ?» Le son aigu des sirènes traversa le silence du manoir, faisant lever la tête d'Émilie de l'oreiller. À travers la petite fenêtre, elle vit 2 voitures de police entrer par les portes principales escortant une voiture où son frère de 16 ans, Gideon, était assis à l'arrière. Le jeune homme riait et discutait avec 2 autres garçons, semblant plus ennuyé qu'inquiet, comme si cette situation n'était qu'un léger désagrément dans sa journée. « Pas encore, Gideon, » murmura Émilie, remarquant que son frère portait les mêmes vêtements coûteux que d'habitude, maintenant tachés de peinture en aérosol. Le bruit des portes qui claquent et des voix élevées à l'étage fit recroqueviller Émilie encore plus sur le lit d'Evangeline. La voix profonde de son père, Sterling, se mêlait aux voix fermes des officiers de police, tandis que Gideon répondait sur un ton moqueur. Elle connaissait bien la manière contrôlée et glaciale de Vivien, sa mère, de toujours réagir. « Pas encore, » pensait-elle, comme si le scandale avec la gouverneure ne suffisait pas, il fallait nous embarrasser encore plus. Gideon répondit avec un rire méprisant. « Oh allez, cette vieille dame s'est fait arrêter de toute façon. Quelle différence cela fait-il » Émilie glissa hors du lit et s'approcha de la porte de la chambre. Ses pieds nus étaient silencieux sur le sol froid. À travers la petite fissure, elle pouvait voir les mouvements dans le hall d'entrée reflétés dans le grand miroir mural. Gideon se tenait entre 2 officiers de police, son uniforme scolaire couvert de peinture, un sourire arrogant sur le visage alors qu'il vérifiait des messages sur son téléphone, complètement inconscient du chaos qu'il avait causé. « Monsieur Sterling, » dit l'un des officiers, « votre fils a été surpris en train de vandaliser le mur du quartier historique avec d'autres jeunes. Les dégâts sont considérables. » Vivien faisait les 100 pas d'avant en arrière, ses talons marquant chaque pas comme un métronome impitoyable. « Gideon, réalises-tu ce qui se passe? La presse est déjà sur nous à cause de cette histoire de vol et maintenant ça ?» Le jeune homme haussa simplement les épaules, les yeux toujours fixés sur l'écran de son téléphone. « Ce n'est rien, tout le monde a déjà oublié cette histoire d'Evangeline. Personne ne se soucie d'une bonne à tout faire de toute façon. » Émilie sentit son cœur se serrer en entendant le nom d'Evangeline mentionné de manière si désinvolte par son frère. Sterling monta les escaliers à grands pas, probablement pour récupérer les documents nécessaires de son bureau. En passant dans le couloir, il s'arrêta brièvement devant la porte de la chambre d'Evangeline où Émilie se cachait. La jeune fille retint son souffle, craignant d'être découverte,
Mais son père poussa simplement un soupir irrité et continua son chemin, marmonnant quelque chose à propos des problèmes que Gideon causait à la réputation de la famille. Depuis l'étage, le jeune homme pouvait être entendu se plaindre de devoir se rendre au poste de police. Quel gâchis! J'ai raté la fête de ce soir à cause de ces bêtises. Gideon commença à monter les escaliers tout en tapotant sur son téléphone, suivi d'un officier. En passant devant la chambre d'Evangeline, il ne jeta même pas un coup d'œil à la porte, comme si cet espace et tout ce qu'il représentait ne signifiaient absolument rien pour lui. « Je dois changer de vêtements, » dit-il, sa voix chargée d'ennui. « Je ne supporte plus cette odeur de peinture. » Evangeline avait l'habitude de laver mes vêtements quand ils étaient sales, maintenant ce sera une galère d'attendre la nouvelle bonne. Émilie sentit plus de larmes couler sur son visage en entendant son frère parler d'Evangeline comme si elle n'était qu'une autre employée remplaçable. Vivien restait dans le couloir, sa voix maintenant plus basse alors qu'elle discutait avec l'autre officier de la manière de couvrir l'affaire. « Nous avons déjà assez de problèmes avec cette histoire de gouverneur, nous n'avons pas besoin de plus d'expositions négatives. » Émilie s'assit par terre, le dos appuyé contre le mur froid, ressentant le poids de la solitude plus que jamais. Sans Evangeline, il n'y avait personne au manoir qui se souciait vraiment de ses sentiments, personne pour essuyer ses larmes ou raconter des histoires qui rendaient le monde moins effrayant. Le chaos continuait de se déployer dans le manoir alors qu'Émilie restait cachée dans la chambre de sa chère Evangeline. Au milieu de toute cette confusion, ses yeux se posèrent sur la petite table de chevet où reposait le livre d'histoire qu'elles lisaient ensemble. C'est alors que quelque chose attira son attention, un petit morceau de papier dépassant entre les pages, quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Son cœur commença à battre plus vite, au milieu des larmes, une petite flamme d'espoir s'alluma dans sa poitrine. « Est-ce possible ?» pensa-t-elle en essuyant ses yeux avec la manche de sa robe. « Est-ce qu'Evangeline m'a laissé quelque chose ?» Le bureau du manoir se transforma en arène lorsque Sterling ferma brutalement la porte en face de Gideon, qui restait distrait par son téléphone. Les taches de peinture fraîche sur ses vêtements coûteux. Émilie, qui avait suivi silencieusement dans le couloir avec l'apprêt d'Evangeline serré contre sa poitrine, glissa dans la pièce avant que la porte ne se referme complètement, se cachant derrière l'un des lourds rideaux de velours. « Peux-tu poser ce téléphone un instant ?» cria Sterling, sa voix tremblant de colère. Gideon se contenta de lever les yeux au ciel, remettant délibérément l'appareil dans sa poche au ralenti. Vivien entra dans le bureau, ses talons résonnant sur le noble parquet en bois, ses ongles rouges tapant sur le bureau alors qu'elle observait son fils avec un mélange d'irritation et de mépris. « As-tu la moindre idée de ce qui se passe, Gideon ? D'abord ce scandale avec la gouverneure et maintenant tu vandalisais des biens publics. » Le jeune homme laissa échapper un rire moqueur en s'affalant dans un fauteuil luxueux. « S'il te plaît, mère, personne ne se souvient plus de cette histoire d'Evangeline. Elle n'était qu'une bonne qui a volé des bijoux. Ça arrive tout le temps. » Émilie serra l'apprêt plus fort contre sa poitrine, sentant son cœur se briser à cause de l'insouciance de son frère. Sterling s'approcha de son fils, son visage rouge de fureur. « Juste une bonne ? C'est comme ça que tu vois les choses ? Cette femme a travaillé 20 ans dans cette maison et toi, Gideon, tu ?» Gideon interrompit son père d'un geste de mépris. « Exactement, père. 20 ans à nettoyer, cuisiner, faire son travail. C'est pas grave. Elle n'était pas de la famille, elle était une employée et apparemment une employée malhonnête. » Vivien ajusta ses cheveux parfaitement coiffés, un sourire froid aux lèvres. « Eh bien, au moins sur ça, tu as raison, mon fils. Elle n'était qu'une bonne qui a profité de notre confiance. Mais ne change pas de sujet, qu'as-tu pensé lorsque tu as défiguré ce mur ?» Gideon se leva, marchant lentement vers la fenêtre. « Je m'ennuyais, cette maison est ennuyeuse, j'avais besoin de m'amuser. » Sterling frappa son poing sur la table de manière forcée, faisant sursauter Émilie dans sa cachette. « Tu trouves ça amusant ? Tu as une idée de combien cela va coûter pour réparer ces dégâts, sans parler de l'embarras d'avoir mon fils arrêté par la police ?» Gideon laissa échapper un autre rire moqueur. « Ah, père, détends-toi. Paye juste l'amende et c'est fini. Ce n'est pas comme si nous allions faire faillite à cause de ça. Nous n'avons pas fait faillite quand Evangeline a pris tous ses bijoux coûteux, n'est-ce pas ?» Vivien s'approcha de son fils, son parfum coûteux étouffant la pièce. « Tu vas trop loin, Gideon. Ton père et moi avons décidé que ça suffit. Tu vas aller en pension, c'est la première fois. » Le sourire arrogant se figea sur le visage du jeune homme. « Quoi ? Tu ne peux pas faire ça, mais faites, mes amis ?» Sterling fit un pas en avant, sa voix coupant net. « Nous le pouvons et nous le ferons. C'est arrangé,
Tu pars demain matin. Gideon commença à faire les 100 pas dans le bureau comme un animal en cage. C'est ridicule, je n'ai rien fait de si grave. Tout le monde tague les murs, tout le monde s'amuse, tu ne peux pas juste m'envoyer loin à cause de ça. Vivien croisa les bras, sa voix glaciale. Ce n'est pas seulement à cause de ça, et tu le sais, c'est tout. Ton comportement est hors de contrôle. Peut-être que quelques mois loin de tes mauvaises influences te remettront les idées en place. Le jeune homme donna un coup de pied en colère à une chaise. Mauvaise influence? Regarde qui parle. Vous êtes celles qui ont engagé une voleuse pour surveiller la maison. Émilie sentit des larmes chaudes couler sur son visage en entendant Évangeline insulter une fois de plus. Sterling s'avança vers son fils, « Assez. Tu vas aller en pension, et c'est définitif. Sois reconnaissant. Ce n'est pas pire que ce que tu as fait aujourd'hui. » Un souffle involontaire s'échappa des lèvres d'Émilie depuis sa cachette, faisant que tout le monde se figea un instant. Vivien fronça les sourcils en regardant vers le rideau. Y a-t-il quelqu'un là? Le cœur de la jeune fille s'arrêta un instant et elle serra encore plus fort l'apprêt d'Évangeline, souhaitant que la gouverneure soit là pour la protéger. Gideon, complètement indifférent au moment tendu, poussa simplement un grognement irrité. Super, maintenant la pleurnicheuse Émilie doit être en train d'espionner. Juste ce dont j'avais besoin. Émilie se souvint de la manière dont Évangeline avait passé toute la nuit à jouer du piano avec elle dans la cuisine, applaudissant chaque note comme s'il s'agissait d'un concert dans le plus grand théâtre du monde. Les souvenirs continuaient d'affluer, devenant de plus en plus intenses à chaque fois. La nuit où Gideon était rentré complètement hors de lui, brisant des choses et criant sur tout le monde pendant que ses parents se disputaient sur la façon de gérer la situation, c'était Évangeline qui avait emmené Émilie dans la salle du personnel, la protégeant du chaos. « As-tu vu les étoiles dehors, ma petite ?» avait murmuré Évangeline en la berçant doucement. Elles semblent lointaines et seules, mais en réalité, elles forment les plus belles constellations. C'est comme nous, même quand il semble que nous soyons seuls, notre amour forme une constellation spéciale. Vivien n'était qu'à quelques pas du rideau maintenant, Émilie pouvait sentir le parfum écrasant de sa mère se mêler au parfum familier de l'apprêt d'Évangeline, créant un contraste qui lui tordait l'estomac. Un autre souvenir fit surface, plus récent, Évangeline la trouvant éveillée au milieu de la nuit, effrayée par le bruit de la police ramenant Gideon à la maison. Une fois de plus, la gouverneure l'avait amenée à la cuisine comme elle le faisait toujours, et pendant qu'elle préparait un thé apaisant, elle avait fredonné une berceuse doucement. « Je sais, ma petite » avait dit Évangeline cette nuit-là. « Parfois, l'amour est comme ce thé, il a besoin de temps et de soins pour devenir parfait. » Gideon criait sur son père dans le bureau, sa voix pleine d'égoïsme et de défiance. « Tu ne peux pas m'envoyer loin, ce n'est pas juste. » Émilie ferma les yeux, un autre souvenir prenant forme. Le jour où elle avait trouvé Évangeline en pleurs seule dans le jardin après une dispute particulièrement cruelle avec Vivien. C'était la seule fois où elle avait vu la gouverneure montrer de la faiblesse et même alors, en remarquant sa présence, Évangeline avait rapidement essuyé ses larmes et offert un sourire. « Parfois, nous pleurons non pas parce que nous sommes tristes, » avait-elle expliqué en serrant Émilie dans ses bras, mais parce que notre cœur est tellement rempli d'amour qu'il déborde. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Les voix dans le bureau semblaient maintenant lointaines, submergées sous le poids des souvenirs qui continuaient d'affluer. Le dernier matin avec Évangeline dans la cuisine, le chocolat chaud, les rires. Puis, Émilie ressentit une vague de culpabilité si forte que ses jambes s'affaiblirent. Elle se souvint du regard d'Évangeline lorsque la police l'avait emmenée, un regard qui demandait silencieusement « Pourquoi ?» La même question qui résonnait maintenant dans son esprit, mélangée à la voix menaçante de sa mère ce matin-là, « Si tu racontes quoi que ce soit à quelqu'un, Émilie, notre famille sera détruite. Est-ce ce que tu veux ?» Vivien était sur le point de tirer le rideau lorsqu'une nouvelle explosion de Gideon détourna son attention. « Je ne vais à aucune école, tu ne me commandes pas. » Le son des talons se retira et Émilie poussa un souffle qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle retenait. Ses petites mains tenaient toujours l'apprêt d'Évangeline, maintenant mouillée de ses larmes. Un dernier souvenir fit surface, si vif qu'elle pouvait presque sentir la touche douce de la gouvernante sur son visage. « Ma petite », Évangeline disait toujours, « la vérité est comme une graine. Peu importe combien ils essaient de l'enterrer, elle trouve toujours un moyen de germer et de grandir vers la lumière. » Émilie regarda l'apprêt dans ses mains puis le livre d'histoire dans la chambre d'Évangeline où ce étrange morceau de papier attendait encore d'être découvert. Son cœur d'enfant, lourd de secrets trop grands pour son âge, commença à battre à un rythme différent. Les voix de ses parents et de son frère rebelle continuaient de résonner dans le bureau, mais maintenant,
quelque chose de nouveau grandissait en elle, une détermination née du mélange de tous ses souvenirs d'amour et de protection. « Pardonne-moi, Évangeline, murmura-t-elle à l'après, mais je ne peux plus garder ce secret. Tu m'as appris que le véritable amour choisit toujours le chemin de la vérité. » La salle à manger du manoir Harov brillait sous la lumière du grand lustre en cristal alors que la famille se réunissait pour ce qui aurait dû être un repas normal. La nouvelle bonne, encore incertaine de la routine de la maison, servait les plats de ses mains tremblantes, clairement intimidée par la présence imposante de Vivien. Le silence n'était brisé que par le cliquetis des couverts en argent et le bruit irritant du téléphone de Gideon qui recevait constamment des messages. Émilie toucha à peine sa nourriture, ses yeux se détournant constamment vers l'endroit vide où Évangeline se tenait autrefois, toujours prête à servir plus de jus ou à apporter une serviette propre. Sterling regardait sa femme par-dessus le rebord de son verre de vin, ses yeux fixés sur le nouveau collier de saphir ornant le cou élégant de Vivien. Le bijou brillait presque de manière provocante sous la lumière du lustre, comme s'il voulait attirer l'attention sur lui. La nouvelle bonne renversa un peu de sauce sur la nappe en lin en servant Vivien, qui se contenta de lever les yeux au ciel avec dédain. « Évangeline n'aurait jamais fait une telle erreur basique, dit-elle d'une voix chargée d'ironie. Eh bien, au moins celle-ci ne vole pas de bijoux, n'est-ce pas ?» Les couverts de Sterling s'entrechoquèrent bruyamment contre l'assiette en porcelaine, faisant recroqueviller Émilie dans sa chaise. « Curieuse que tu mentionnes les bijoux, Vivien, dit-il d'un ton délibérément détaché. Je ne me souviens pas avoir vu ce collier avant, est-il nouveau ?» La main de Vivien se porta automatiquement à sa gorge, ses doigts caressant les pierres bleues. Gideon finit par détourner les yeux de son téléphone, semblant soudainement intéressé par la conversation. « Oh, celui-ci » répondit Vivien avec un sourire tendu. « C'est un cadeau que je me suis offert après tout ce stress. Avec l'arrestation de cette femme reconnaissante, je méritais quelque chose pour me remonter le moral. » La nouvelle bonne se retira discrètement de la pièce, sentant la tension croissante dans l'air. Sterling prit une longue gorgée de vin avant de continuer. « Intéressant, car depuis que Évangeline a été arrêtée, j'ai remarqué plusieurs nouveaux bijoux dans tes tiroirs. Coïncidence curieuse, tu ne trouves pas ?» Vivien resta figé, sa fourchette à mi-chemin vers sa bouche, tandis que Gideon laissait échapper un rire moqueur. « Papa, tu insinues que maman est la voleuse maintenant ?» Comme Émilie observait tout avec des yeux écarquillés, son cœur battait de plus en plus vite. Le silence qui suivit était épais comme du brouillard, brisé seulement par le son du téléphone de Gideon, que le jeune homme décida finalement de mettre en silencieux. Sterling posa ses couverts avec lenteur délibérée, ses yeux ne quittant jamais le visage de sa femme. « En fait, Gideon, je pensais à une autre possibilité. Évangeline a été arrêtée il y a 2 semaines, mais des objets continuent de disparaître. Aujourd'hui, j'ai même manqué une montre et ton fils revient avec des vêtements et des baskets que je ne me souviens pas avoir achetés. » Le sourire arrogant de Gideon se figea un instant, mais il reprit rapidement son calme. Vivien posa la serviette en lin sur la table avec une force inutile, ses ongles rouges contrastant avec le tissu blanc. « Je n'arrive pas à croire que tu fais ça. » Sterling répondit, « D'abord, tu défends cette voleuse et maintenant tu accuses ton propre fils. » Émilie observa son frère du coin de l'œil, remarquant comment il avait légèrement pâli sous son air nonchalant. Gideon commença à jouer avec la nourriture dans son assiette, évitant le regard perçant de son père. « C'est ridicule, papa. Juste parce que cette vieille dame est kleptomaniaque, maintenant tout le monde qui a quelque chose de nouveau est suspect. » L'air dans la salle à manger devenait de plus en plus lourd, comme si le lustre en cristal pressait tout le monde avec son poids. Sterling se pencha en avant dans sa chaise, ses yeux maintenant fixés sur Gideon. « C'est drôle que tu utilises le mot kleptomaniaque, mon fils. D'après ce que je me souviens, tu parlais à peine à Évangeline. Tu disais qu'elle n'était qu'une bonne insignifiante. Depuis quand t'intéresses-tu autant à son affaire ?» Vivien laissa tomber son verre de vin, tachant la nappe en rouge, mais personne ne bougea pour le nettoyer. Émilie serra les couverts si fort que ses petits doigts commençaient à faire mal. Gideon poussa son assiette, son masque d'indifférence commençant à se fissurer. « Allez, papa, tu veux vraiment commencer cette histoire maintenant ? Ce n'était pas assez de drame ce matin ?» Sterling ignora le ton provocateur de son fils, sa voix prenant une teinte dangereusement calme. « Oui, le drame de ce matin, toi qui as été amené par la police, couvert de peinture après avoir vandalisé des biens publics. Je me demande d'où vient tout ce comportement destructeur, mon fils. Quoi d'autre as-tu détruit à part les murs ?» Vivien tenta d'intervenir, sa voix tremblant légèrement. « Sterling, assez. Gideon va aller en pension demain.
Il n'est pas nécessaire de rendre notre dernier dîner de famille encore pire. Mais Sterling n'avait pas fini. Ses yeux parcouraient la table de sa femme avec son nouveau collier jusqu'à son fils agité et enfin jusqu'à Emily, qui semblait vouloir disparaître dans sa chaise. Tu sais ce qui est le plus intéressant? Les bijoux ont commencé à disparaître bien avant qu'Evangeline ne soit arrêtée, mais à l'époque, personne n'a pensé à fouiller le sac des autres. N'est-ce pas, Vivien? Vivien se leva brusquement, renversant sa chaise avec fracas qui résonna dans la salle à manger. Ses doigts tremblaient alors qu'elle arrachait le collier de saphir de son cou et le jetait violemment sur la table. Comment oses-tu? Comment oses-tu insinuer que moi ou Gideon avons quelque chose à voir avec ces bijoux? Cette femme a été prise la main dans le sac. Sa voix habituellement contrôlée monta de plusieurs octaves, faisant recroqueviller Emily encore plus dans sa chaise. Le collier glissa sur la nappe tachée de vin et s'arrêta près de l'assiette intacte de la jeune fille. Sterling resta assis, les yeux fixés sur sa femme avec un examen impitoyable. En fait, tu veux dire que tu as décidé de fouiller son sac ce matin-là? Vivien frappa de ses mains sur la table avec tant de force que les verres tremblèrent. N'essaie pas de retourner la situation, j'ai protégé cette famille. Cette bonne nous volait depuis des mois. Gideon regarda la scène avec un intérêt inhabituel, son téléphone oublié sur ses genoux, tandis qu'Emily ne pouvait pas détacher ses yeux du collier tombé sur la table. Le visage de Vivien était rouge de rage alors qu'elle commençait à faire les 100 pas dans la pièce, ses talons marquant chaque pas comme des coups de feu. 20 ans, j'ai donné ces 20 ans d'emploi, ce qui lui a permis de se rapprocher de ma fille, de vivre pratiquement dans cette maison, et comment elle me remercie en volant. Sterling se leva également, sa voix dangereusement calme. C'est intéressant comment tu mentionnes les 20 ans, Vivien. 20 ans de service impeccable, et soudain elle décide de commencer à voler, juste au moment où Gideon commence à avoir des problèmes d'argent. Vivien laissa échapper un rire hystérique qui fit tintiller les cristaux du lustre. Ah, donc c'est ça? Tu défends une voleuse contre ton propre fils, contre ta femme. Qu'est-il advenu de toi, Sterling? Où est ta loyauté envers la famille? Ses ongles rouges s'enfoncèrent dans la table en bois alors qu'elle se penchait vers son mari. Gideon se mit mal à l'aise dans sa chaise, son visage alternant entre pâleur et rougissement. Emily observait tout avec des yeux écarquillés, ses petites mains serrant la serviette sous la table. La nouvelle bonne choisit ce moment pour entrer avec le dessert mais se figea à la porte, sentant la tension dans l'air. Vivien se tourna vers elle comme un serpent prêt à frapper. « Sors !» La femme laissa tomber le plateau sous le choc, le bruit de la porcelaine brisée se mêlant aux cris. Vois, c'est ce qui arrive quand on engage n'importe qui pour remplacer cette vipère. Cette maison est en chaos depuis qu'Evangeline a été arrêtée et tu as toujours l'audace de la défendre. Sterling encercla la table, s'approchant de sa femme avec des pas mesurés. Je ne défends personne, Vivien. Je fais simplement des observations intéressantes, comme le fait que tu as trouvé les bijoux dans le sac d'Evangeline le même jour où Gideon devait être confronté pour l'argent manquant du bureau. Vivien vacilla comme si elle avait été giflée, ses mains volant vers sa gorge où se trouvait autrefois son collier. Comment oses-tu surveiller mes mouvements? As-tu engagé quelqu'un pour me surveiller? Le bruit de quelque chose tombant sur le sol fit que tout le monde se retourna. Gideon avait laissé tomber son téléphone, ses mains visiblement tremblantes alors qu'il essayait de le ramasser. Vivien changea immédiatement de ton, sa voix prenant une douceur sirupeuse. « Chérie, ne laisse pas ton père te contrarier. Il est clairement bouleversé par toute cette situation. Après tout, Evangeline t'a trompé si longtemps. » Sterling l'interrompit brusquement avec un geste sec. « Non, Vivien, la seule personne clairement bouleversée ici, c'est toi, et je commence à me demander pourquoi. » Vivien saisit un verre en cristal, le serrant si fort que ses doigts blanchirent. « Tu veux voir ?» Sterling répondit calmement. « Comment puis-je ne pas défendre ma famille? Tu es en train de détruire une famille avec tes accusations folles. » Mais Emily vit sa mère jeter un regard nerveux à Gideon avant de reprendre sa performance hystérique. C'était comme s'il y avait une conversation silencieuse entre eux, quelque chose qui allait bien au-delà des mots prononcés à haute voix. Sterling commença à approcher Vivien avec une serviette propre pour sa coupure, mais elle recula comme si son toucher pouvait la brûler. « Ne te rapproche pas de moi, tu as tout ruiné. D'abord tu défends cette voleuse, et maintenant ?» Emily remarqua quelque chose d'étrange dans le recul de sa mère. Elle ne s'était pas seulement détournée de Sterling, mais aussi du tiroir de la console près de la table, le même tiroir où Evangeline gardait les serviettes élégantes et où Emily avait vu sa mère fouiller furtivement quelques nuits auparavant.
Un détail apparemment insignifiant, mais qui semblait maintenant crier dans son esprit. Gideon regardait également le meuble, son sourire s'élargissant légèrement davantage. « Oui, papa, pourquoi ne peux-tu pas simplement accepter la version officielle des événements ?» Le choix des mots de Gideon fit froncer Émilie les sourcils. Version officielle, c'est comme son frère appelait les excuses qu'il inventait lorsqu'il était pris dans ses bêtises. Elle le regarda échanger un rapide regard avec leur mère, qui porta immédiatement sa main à son cou où se trouvait autrefois le collier. C'était le même geste qu'Émilie avait vu des dizaines de fois lorsque sa mère mentait sur quelque chose, le même geste qu'elle avait vu le matin où Evangeline avait été arrêtée. Version officielle, répéta lentement Sterling, son regard alternant entre sa femme et son fils. Vivien tenta rapidement de reprendre le contrôle de la situation, mais Émilie remarqua comment ses mains continuaient de trembler. « Gideon est juste nerveux à l'idée d'aller en pension demain, n'est-ce pas, ma chère ?» Mais il y avait un ton suppliant dans sa voix qu'Émilie n'avait jamais entendu auparavant. Le sourire de Gideon avait maintenant une teinte de cruauté qui rappelait à la jeune fille l'expression de sa mère lorsqu'elle avait fait arrêter Evangeline. « Bien sûr, mère, répondit-il en faisant tourner l'éclat de cristal entre ses doigts. « Après tout, nous devons tous payer pour nos erreurs, n'est-ce pas ?» Émilie sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle réalisa que sa mère avait pâli aux mots de Gideon. C'était comme si son frère provoquait non seulement son père, mais aussi sa mère. Puis, dans un éclair de compréhension, Émilie réalisa qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était manipulé à cette table en plus d'Evangeline. Sa mère ne cachait pas seulement quelque chose, elle semblait aussi avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Le papier caché dans le livre d'histoire d'Evangeline semblait peser encore plus lourd sur sa conscience. Sterling regardait toute la scène avec des yeux de plus en plus suspicieux. Intéressant comment vous deux semblez si alignés dans vos préoccupations, Vivien. Vivien laissa échapper un rire aigu, presque hystérique. Bien sûr que nous sommes alignés, nous sommes une famille. Une famille que tu essaies de détruire avec tes accusations folles. Mais Émilie vit sa mère jeter un regard nerveux à Gideon avant de finir la phrase. C'était le même regard que sa sœur donnait à sa mère chaque fois qu'elle était forcée de cacher quelque chose. La petite fille sentit un frisson parcourir son échine alors qu'une nouvelle possibilité commençait à se former dans son esprit. Sa mère était-elle aussi victime de chantage ? La salle des visiteurs de la prison semblait encore plus petite avec la présence de l'avocat commis d'office, un homme d'âge moyen avec de profondes cernes sous les yeux et une mallette abîmée sur la table en métal. Evangeline, toujours mal à l'aise dans son uniforme orange, regardait l'avocat étaler des photographies colorées sur la surface métallique. Son cœur s'arrêta un instant en reconnaissant les bijoux, le collier d'émeraude que Vivien portait lors des soirées importantes, les boucles d'oreilles en diamant gardées dans le coffre-fort, la broche en saphir appartenant à la famille depuis des générations. L'avocat commença d'une voix lasse, « J'ai besoin que vous compreniez la gravité de la situation. Ce collier seul vaut plus de 2 millions d'euros. » Evangeline sentit l'air quitter ses poumons alors que d'autres photographies étaient disposées sur la table. Ses mains, maintenant calleuses à cause du travail forcé de la prison, tremblaient en touchant les images. Chaque bijou représentait un moment différent de ses 20 années au manoir. Elle se souvenait avoir aidé Vivien à les choisir pour des événements, les rangeant soigneusement dans leur boîte de velours, les enseignant à Émilie qui adorait jouer à la princesse. L'avocat ajusta ses lunettes usées avant de continuer. Avec la valeur totale des bijoux, nous parlons de charges qui pourraient entraîner une peine de prison à vie. La famille Harrov est très influente et ils veulent faire de l'exemple. Le bourdonnement des lumières fluorescentes semblait assourdissant alors qu'Evangeline essayait de traiter cette information. À travers la petite fenêtre à barreaux, elle pouvait voir d'autres détenus dans la cour, leur vie réduite à la même uniforme orange qui définissait maintenant son existence. « Mais je n'ai rien volé », murmura sa voix. « J'ai travaillé 2 décennies dans cette maison. Pourquoi volerais-je quelque chose maintenant ?» L'avocat soupira lourdement, tirant plus de documents de sa mallette. « Le problème, Madame Evangeline, c'est que toutes les preuves pointent vers vous. Les bijoux ont été trouvés dans votre sac, il y a des témoins et votre compte en banque. » La tête d'Evangeline se releva aux mentions de son compte. « Mon compte ? Et mon compte ?» L'avocat fouilla dans quelques papiers avant de trouver un relevé bancaire. Il y avait des dépôts suspects au cours des derniers mois, de petits montants mais réguliers. L'accusation affirme que vous vendiez les bijoux peu à peu. Evangeline sentit son sang se glacer. Ces dépôts, elle savait exactement d'où ils venaient, mais expliquer la vérité pourrait tout compromettre. « Ce n'est pas ce que ça semble, » murmura-t-elle, sentant le poids du secret qu'elle portait.
La photographie semblait briller d'une lumière accusatrice sous l'éclairage cruel de la pièce. Le défenseur sortait de plus en plus de documents de sa mallette, chaque feuille semblant être une nouvelle pierre sur sa pierre tombale. Il y avait aussi des enregistrements d'appels suspects. Madame Evangeline, la police a retracé les appels jusqu'à des receleurs connus pour des marchandises volées. Evangeline sentit ses jambes s'affaiblir même en étant assise. Ces appels, encore une fois, la vérité derrière eux était très différente de ce qu'ils semblaient être. Mais comment pourrait-elle expliquer sans compromettre les autres? Le bruit des clés et des grilles s'ouvrant et se fermant au loin rappelait constamment à Evangeline où elle se trouvait. Le défenseur ajusta de nouveau ses lunettes, un geste qu'elle commençait déjà à reconnaître comme un signe de mauvaise nouvelle. La famille exige une restitution complète en plus de la peine maximale. Ils affirment que votre position de confiance rend le crime encore plus odieux. Vivien Harov a déjà donné plusieurs interviews à la presse, parlant de combien elle se sent trahie. La mention du nom de Vivien laissa un goût amer dans la bouche d'Evangeline. En se souvenant du sourire triomphant de son ancien employeur ce matin fatidique, le défenseur commença à organiser les photos en pile, les séparant par valeur estimée. Evangeline observait chaque mouvement, son esprit vagabondant vers Émilie, imaginant comment la jeune fille allait gérer tout cela. Madame Evangeline, la voix du défenseur la ramena au présent, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Y a-t-il quelqu'un d'autre impliqué? Quelqu'un qui pourrait avoir mis les bijoux dans votre sac? Toute information peut nous aider à construire votre défense. Evangeline sentit des larmes se former dans ses yeux, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas révéler ses soupçons, pas encore, pas sans être certaine. L'horloge murale faisait tic-tac inlassablement, chaque tic semblant être un coup de marteau à sa sentence. Le défenseur prit une dernière photo de son dossier. C'était la montre trouvée dans son sac, celle qui avait déclenché toute l'enquête. Cette montre, dit-il d'une voix plus grave, a un système de suivi. La famille a réussi à prouver qu'elle avait été dans des lieux liés à la vente de marchandises volées. Evangeline sentit son monde tourner. Cette montre, qu'elle n'avait jamais vue ce matin-là, la reliait maintenant à des endroits qu'elle n'avait jamais visités. Un coup frappé à la porte indiqua que le temps de visite touchait à sa fin. Le défenseur commença à rassembler les photographies et les documents, ses mouvements lents portant le poids des années passées à traiter des dossiers apparemment perdus. Madame Evangeline, dit-il en fermant sa mallette, demain, votre famille viendra vous voir pour la première fois. Je vous suggère de réfléchir soigneusement à ce que vous allez leur dire. Parfois, la vérité n'est pas le meilleur chemin lorsque les preuves sont si accablantes. Evangeline sentit son cœur se serrer. Comment allait-elle expliquer tout cela à sa famille? Comment allait-elle faire croire à ses propres proches son innocence alors que toutes les preuves semblaient indiquer le contraire? Le jour de la visite en prison avait une atmosphère différente, un mélange d'attente et de honte flottant dans l'air. Evangeline attendait dans la salle des visiteurs, ses mains agitées lissant l'uniforme orange qui la faisait en honte. Le bruit lourd de la porte s'ouvrant fit bondir son cœur, puis elles entrèrent, sa sœur aînée Coraline, son beau-frère Everett et sa nièce de 17 ans, Isolde. Le choc sur leur visage en la voyant dans cet état fut comme un coup de poignard dans sa poitrine. Coraline porta ses mains à sa bouche, essayant de retenir un sanglot. « Mon Dieu, Evangeline, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Evangeline essaya de se lever pour les étreindre, mais le gardien lui rappela rapidement les règles. Pas de contact physique prolongé. Sa sœur semblait avoir pris des années depuis la dernière fois qu'elle l'avait vue, il y a seulement quelques semaines. Coraline s'assit en face d'elle, les larmes coulant librement sur son visage. « Nous n'avons pas bien dormi depuis que nous avons découvert. Comment as-tu pu, Evangeline? 20 ans dans cette maison. Tout le quartier en parle. Personne ne te croit. » Les mots de sa sœur étaient comme du sel sur une plaie ouverte, faisant sentir à Evangeline le poids non seulement de sa propre honte, mais aussi de l'impact sur toute sa famille. Everett resta debout, ses yeux parcourant la pièce comme s'il cherchait une explication sur les murs gris de la prison. C'était le père d'Isolde, qu'Evangeline avait vu grandir et qui avait toujours été une seconde mère pour elle. Il ne pouvait presque pas la regarder dans sa direction. La nièce commença, la voix tremblante, « Le principal m'a convoqué hier. Il a dit que ce serait peut-être mieux si j'abandonnais mon diplôme d'enseignement. Qui voudrait embaucher une enseignante avec une tante condamnée pour vol ?» Evangeline sentit comme si chaque mot était une brique dans un mur s'élevant entre elle et sa famille. Comment expliquer que son innocence signifiait protéger un autre enfant? Coraline sortit un journal plié de son sac, les mains tremblantes en l'ouvrant. « C'est dans les nouvelles, Evangeline. La famille Harov ne cesse de donner des interviews. Cette femme, Vivien, elle raconte comment tu as trahi leur confiance,
comment tu as joué avec leur fille tout en volant leurs bijoux. Evangeline ferma les yeux, l'image d'Émilie envahissant son esprit. Elle voulait crier la vérité, leur parler des appels suspects, des dépôts mystérieux, du regard coupable de la petite fille, mais comment expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement elle-même? L'environnement de la prison semblait encore plus oppressant avec la présence de sa famille. Le bruit constant des grilles et des clés se mêlait aux sanglots étouffés de Coraline. Everett s'assit enfin, sa voix profonde chargée de déception. « Evangeline, nous avons vendu la voiture pour payer un avocat privé, dit-il. Les preuves sont très solides, les dépôts sur ton compte, les appels, la montre GPS. Comment allons-nous expliquer tout cela ?» Evangeline sentit ses mains trembler à la pensée de sa famille se débarrasser de leurs possessions pour l'aider. « Vous n'aviez pas besoin de le faire, murmura-t-elle, sachant qu'aucun avocat ne pourrait aider sans connaître toute la vérité. Enfin, Isolde trouva le courage de la regarder directement dans les yeux. « Tante, tu as toujours été notre modèle. Tu te souviens quand tu m'as encouragée à aller à l'université? Tu disais que l'honnêteté et le travail acharné étaient les choses les plus importantes. » Sa voix vacilla et Evangeline sentit son cœur se briser sous la déception dans les yeux de sa nièce. Le poids du secret qu'elle gardait semblait encore plus grand maintenant, voyant l'impact de son silence sur les vies des personnes qu'elle aimait tant. Comment expliquer que parfois, protéger quelqu'un signifie blesser les autres? Coraline prit les mains de sa sœur à travers la table, ignorant l'avertissement du gardien. « Regarde, Evangeline, si tu avais besoin d'argent, pourquoi ne viens-tu pas nous voir? Nous avons toujours tout partagé. » Evangeline sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Comment expliquer que les dépôts sur son compte avaient une autre origine, que les appels suspects faisaient partie de quelque chose de plus grand, qu'il y avait un enfant effrayé au milieu de tout cela? « Ce n'est pas ce que tu penses » était tout ce qu'elle pouvait dire, sa voix étranglée. Le temps de visite touchait à sa fin et Evangeline pouvait voir le désespoir grandir dans les yeux de sa famille. Everett essaya une dernière fois. « Evangeline, si tu sais quelque chose, tu dois nous le dire. Nous ne pouvons pas aider si nous ne connaissons pas la vérité. » Elle secoua la tête, sentant le poids de ses choix. « Parfois, la vérité peut blesser plus de personnes qu'elle n'en protège, répondit-elle, sachant que ses paroles ne feraient qu'accroître les doutes de sa famille. Le regard qu'ils échangèrent en disait long, ils commençaient à croire qu'elle était vraiment coupable. Le gardien annonça la fin de la visite et Evangeline regarda sa famille se lever. Coraline l'étreignit rapidement, ses sanglots étouffés contre son épaule. « Nous essayerons de lever plus d'argent pour l'avocat. Nous n'abandonnons pas. » Isolde hésita avant de venir pour une étreinte rapide et Evangeline pouvait sentir le corps de sa nièce se tendre comme si elle étreignait un étranger. Everett hocha simplement la tête, ses mots d'adieu lourds comme du plomb. « Réfléchis bien à ce que tu fais, Evangeline. Ta famille est détruite par ce secret. » En regardant sa famille partir, Evangeline sentit le poids total de sa situation. L'uniforme orange semblait l'étouffer, les murs de la prison se refermant encore plus étroitement. Les derniers mots de sa sœur résonnaient dans son esprit. « Reviens à nous, Evangeline. Quelle que soit la vérité, elle ne pouvait pas être pire que de te perdre. » Mais alors que la lourde porte se fermait, Evangeline pensa à Émilie, le papier caché dans le livre d'histoire, les pièces du puzzle qui ne s'emboîtaient toujours pas. « Pardonne-moi » murmura-t-elle à la famille qui ne pouvait plus l'entendre. Mais certaines vérités ont besoin du bon moment pour être révélées. Evangeline sentait encore le parfum du shampoing de sa sœur dans l'air lorsque le défenseur public revint dans la salle des visiteurs. Ses larmes étaient à peine sèches et le poids de la déception de sa famille pesait encore sur ses épaules comme un manteau de plomb. Le défenseur s'assit en face d'elle, fouillant sa mallette usée jusqu'à ce qu'il trouve des documents. Son visage fatigué montrait un mélange de compassion et de résignation alors qu'il commençait à parler. « Madame Evangeline, après avoir vu votre famille, peut-être serez-vous plus disposée à considérer l'accord que la prosécution propose. » Il étendit le papier sur la table métallique. Il semblait inoffensif, mais ses mots étaient comme des couteaux tranchants coupant le peu d'espoir qu'elle lui restait. « Si vous plaidez coupable au vol maintenant et rendez les bijoux restants, la peine pourrait être réduite à 10 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. » Evangeline sentit son estomac se nouer. 10 ans? Émilie serait déjà adolescente quand elle sortirait, au moins 3 ans avant de pouvoir étreindre sa famille à nouveau, tout ça pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et si je n'accepte pas? Sa voix devint plus forte que ce qu'elle avait prévu. Le défenseur soupira lourdement, retirant ses lunettes pour les nettoyer avec un mouchoir usé. Sans l'accord, nous parlons d'une peine à perpétuité en raison de l'influence de la famille et de l'attention extrême que les médias accordent à ce scandale.
La famille Harrov a de l'influence, Madame Evangeline. Ils veulent faire un exemple de cette affaire. Les mots flottaient dans l'air comme une sentence de mort. Evangeline ferma les yeux, se souvenant du sourire d'Émilie, du papier caché dans le livre d'histoire, des pièces du puzzle qui ne faisaient toujours pas sens. « Je ne peux pas plaider coupable à quelque chose que je n'ai pas fait, répondit-elle, ses mains tremblant sur la table. Un lourd silence s'installa dans la pièce tandis que le défenseur l'observait avec un mélange de frustration et d'admiration. « Madame Evangeline, je dois que vous compreniez la gravité de la situation. Votre famille abandonne tout pour essayer de vous aider. Votre nièce pourrait perdre l'avenir pour lequel elle s'est tellement battue. Êtes-vous sûr que cela vaut la peine de sacrifier tout cela pour maintenir un déni? Personne ne croit. » Chaque mot était comme un coup à son cœur déjà meurtri, mais Evangeline resta ferme. L'image du visage effrayé d'Émilie ce matin-là était encore vive dans son esprit, des larmes commencèrent à couler sur son visage alors qu'elle secouait la tête. « Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas dire que j'ai volé quelque chose quand je sais que je ne l'ai pas volé. Quel genre d'exemple serais-je pour Émilie ?» dit-elle, sa voix étranglée. Le défenseur se pencha en avant, soudainement intéressé. « Émilie, la fille des Harrov, elle a quelque chose à voir avec ça. » Evangeline sentit son cœur s'accélérer, sachant qu'elle avait trop parlé. Le défenseur commença à griffonner rapidement des notes sur son carnet. « Madame Evangeline, s'il y a quelque chose impliquant la fille, vous devez me le dire. Cela pourrait complètement changer l'affaire. » Mais Evangeline s'était déjà repliée sur elle-même, la peur dans les yeux d'Émilie ce matin-là hantant encore sa mémoire. « Non, je dis fermement qu'il n'y a rien à dire à propos d'Émilie. Elle me manque juste. » Le défenseur l'étudia longuement, clairement ne croyant pas ses paroles, mais sachant qu'il n'obtiendrait plus d'informations. Le bruit des pas dans le couloir et des grilles résonnait comme un rappel constant de leur emplacement. Le défenseur rassembla lentement ses papiers, sa voix maintenant plus douce. « Madame Evangeline, vous avez encore quelques heures pour réfléchir à l'accord. Pensez à votre famille. Parfois, la vérité n'est pas aussi importante que de protéger ceux que nous aimons. » Evangeline sentit un rire amer monter dans sa gorge. C'était exactement ce qu'elle faisait, mais pas de la manière qu'il imaginait. Evangeline se leva lorsque le gardien vint la chercher, ses jambes tremblant légèrement. « Je ne plaiderai pas coupable à quelque chose que je n'ai pas fait. Peu importe le temps que cela prend, la vérité éclatera. » Le défenseur glissa l'accord non signé dans sa mallette, son visage paraissant plus vieux que jamais. « Que Dieu vous aide alors, Madame Evangeline, car de la façon dont les choses sont, seul un miracle peut vous sauver maintenant. » Alors qu'elle était ramenée à sa cellule, Evangeline murmura pour elle-même « Je n'ai pas besoin d'un miracle, j'ai juste besoin qu'Émilie trouve le courage de faire ce qui est juste. » Le couloir de la prison semblait plus long et plus sombre cet après-midi-là, chaque pas ressemblant à un coup de marteau frappant sa sentence, chaque grille rappelant les conséquences de son choix. Mais tandis que d'autres détenus la regardaient passer, certaines avec pitié, d'autres avec mépris, Evangeline gardait la tête haute dans son esprit. Un souvenir précis commença à prendre forme. Quelque chose qu'elle avait vu au manoir quelques jours avant son arrestation, un détail qui avait semblé sans importance à l'époque. « Pardonne-moi, Émilie, pensa-t-elle, mais certaines vérités ont besoin de temps pour mûrir, comme les histoires que je te racontais. » Émilie se tenait à la porte de la chambre de Gideon, son petit corps tremblant de nervosité tout en tenant quelque chose dans ses mains. Son frère était allongé sur son lit, les écouteurs à plein volume, ignorant complètement sa présence comme il l'avait toujours fait. La jeune fille prit une profonde inspiration, rassemblant tout le courage qu'elle pouvait avant d'entrer dans la pièce. « Non invité, Gideon, appela-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Nous devons parler ?» Son frère se contenta de lever les yeux, tournant de nouveau son attention vers son téléphone. « Je n'ai rien à te dire, sale gosse. Demain, je pars au pensionnat de toute façon, alors laisse-moi tranquille. » La lumière de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre de la chambre, projetant des ombres allongées qui semblaient danser sur les murs couverts d'affiches. Émilie serra ce qui semblait être un morceau de papier froissé dans ses mains. Plus de bijoux ont disparu, Gideon, même avec Evangeline enfermée. Le nom du gouverneur fit enfin enlever Gideon ses écouteurs, un sourire moqueur apparaissant sur ses lèvres. « Alors quoi, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu vas encore pleurer sur ta nounou ?» Émilie fit un pas en avant, ses yeux brillant d'un mélange de peur et de détermination. Comment plus de bijoux ont-ils pu disparaître si Evangeline est enfermée? Elle ne peut pas être la voleuse? Gideon s'assit sur le lit, son visage affichant une expression de lassitude cruelle que Émilie connaissait trop bien. C'était la même qu'il arborait lorsqu'il brisait délibérément ses jouets. « Écoute-moi bien, petite pleurnicheuse.
Personne ne se soucie de ta précieuse Évangeline, d'accord? Elle n'était qu'une servante qui s'est trop pris pour son grade, maintenant elle paie le prix. Émilie sentit des larmes se former dans ses yeux, mais elle les retint. Elle avait appris d'Évangeline que parfois, il faut être fort même quand on veut pleurer. Mais qu'en est-il des bruits que j'ai entendus la nuit dernière? Quelqu'un était dans la chambre de maman, fouillant dans ses tiroirs. La pièce devint plus sombre à mesure que le soleil se couchait, mais aucun des deux frères ne fit le geste d'allumer les lumières. Gideon se leva brusquement, sa taille imposante forçant Émilie à reculer d'un pas. « Tu as trop fouillé, tu sais, tout comme cette vieille femme méchante, tu veux finir comme elle. » La menace voilée dans sa voix fit trembler Émilie, mais elle resta ferme. « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es si calme à propos de ton départ à l'école. » Gideon attrapa le bras de sa sœur avec force, ses doigts laissant des marques rouges sur sa peau délicate. « Ferme-la, tu ne sais rien. » Le bruit des pas dans le couloir fit rapidement lâcher le bras de Gideon. Vivien passa devant la porte, lançant un regard interrogateur à ses enfants. « Que faites-vous dans le noir ?» demanda-t-elle. Émilie frotta son bras endolori, remarquant combien sa mère semblait nerveuse, ses mains ajustant constamment le collier qu'elle portait, un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Rien, maman, répondit Gideon, reprenant sa pose d'adolescent ennuyé. La sale gosse pleure juste parce qu'elle va manquer son petit frère. Vivien sourit, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Chérie, laisse ton frère faire sa valise en paix. » Après le départ de Vivien, un lourd silence tomba sur la pièce. Émilie regarda son frère retourner au lit, agissant comme si elle n'existait pas. La jeune fille serra le papier dans ses mains plus fort. « Tu ne te soucies vraiment pas d'Évangeline après tout le temps qu'elle t'a protégée? Tu as menti à nos parents sur tes problèmes. » Gideon laissa échapper un rire froid qui fit frémir Émilie. « Protégez-moi? Elle a été payée pour ça, espèce d'idiote. Et maintenant, elle paie pour avoir mis son nez où il ne laissait pas. » La réalisation soudaine frappa Émilie comme un coup de foudre. « Tu savais depuis le début qu'Évangeline était innocente? » Gideon haussa les épaules, un geste délibérément désinvolte qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Innocente est un mot fort, petite sœur. Disons que je sais des choses qui te feraient exploser la tête, mais contrairement à ta précieuse Évangeline, je sais quand garder ma bouche fermée. » Le son des talons dans le couloir fit taire les deux frères pour un instant, attendant jusqu'à ce que les pas de Vivien disparaissent. Émilie sentit son monde tourner alors que toutes les pièces commençaient à s'assembler de manière terrifiante. « C'est pourquoi tu as accepté d'aller au pensionnat si facilement, n'est-ce pas? Tu as fait un genre d'accord? » Gideon se leva de nouveau, sa taille intimidante. « Écoute-moi bien, petite pleurnicheuse. Parfois, il vaut mieux rester en dehors des affaires. Évangeline ne savait pas comment faire cela et regarde où elle est. Tu veux finir comme elle? » La menace dans sa voix était aussi claire que du cristal. Le vent nocturne soufflait à travers la fenêtre, faisant danser les rideaux comme des fantômes dans la pièce sombre. Gideon se pencha plus près d'Émilie, son souffle chaud sur son visage alors qu'il murmurait. « Maman peut sembler fragile et élégante, mais tu n'as aucune idée de ce dont elle est capable quand elle se sent menacée. Pourquoi penses-tu que papa n'a jamais découvert les problèmes d'argent, les appels téléphoniques étranges? » Émilie sentit un frisson parcourir son échine en se souvenant du regard de sa mère ce matin-là. Gideon se renversa sur le lit, attrapant ses écouteurs comme si toute la conversation n'était qu'un léger désagrément. « Mais tu sais ce qui est encore plus pathétique? Évangeline est probablement toujours là, gardant sa bouche fermée en pensant qu'elle te protège. Elle sait à peine que tu es juste une pièce dans un jeu bien plus grand. » Émilie sentit son cœur se serrer à ces mots, l'image d'Évangeline dans sa cellule faisant brûler ses yeux de nouvelles larmes. « Comment peux-tu être si froide ?» demanda-t-elle, sa voix étranglée. L'adolescent remit ses écouteurs, son sourire maintenant plus cruel que jamais. « Ce n'est pas une question de froideur, petite sœur. C'est une question de survie. Évangeline choisit de jouer le rôle de l'héroïne et regarde où cela l'a menée. Moi, je choisis le bon côté, toujours. » Il augmenta le volume de sa musique, signe clair que la conversation était terminée. Mais avant qu'Émilie ne puisse quitter la pièce, il ajouta d'une voix chantante qui fit courir son sang-froid. « Oh, et si j'étais toi, je ferais très attention à ce que tu fais avec tes petites découvertes. Tu n'es pas la seule. Maman surveille de près. » Émilie attendit d'entendre le bruit de la douche dans la salle de bain principale pour se faufiler dans la chambre de ses parents. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Les paroles de Gideon résonnaient encore dans son esprit alors qu'elle fermait silencieusement la porte derrière elle. La chambre était faiblement éclairée, seulement éclairée par la lampe de chevet projetant des ombres qui semblaient la surveiller.
La jeune fille savait qu'elle avait peu de temps. Sa mère ne prenait jamais plus de 15 minutes sous la douche. Le placard de Vivien était un environnement qui avait toujours fasciné Émilie. Des robes coûteuses soigneusement alignées, des chaussures parfaitement rangées et la section spéciale où les bijoux étaient gardés, ou du moins où ils auraient dû être gardés. La jeune fille remarqua que plusieurs boîtes de velours étaient vides, même si sa mère continuait de porter des bijoux différents chaque jour. Avec des doigts tremblants, Émilie commença à examiner les tiroirs de la coiffeuse, prenant soin de mémoriser la position exacte de chaque objet pour pouvoir les remettre en place plus tard. C'est alors que ses doigts touchèrent quelque chose caché sous une pile de mouchoirs en soie, un dossier brun mince qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le bruit de l'eau courante dans la salle de bain semblait assourdissant alors qu'Émilie ouvrait délicatement le dossier. À l'intérieur, elle trouva plusieurs reçus et papiers pliés, ses mains tremblaient tellement qu'elle en laissa presque tomber un. Mais quelque chose attira son attention, ce sont des reçus de pornographie datés de semaines avant l'arrestation d'Evangeline. Les montants étaient extrêmement élevés, mais ce qui fit vraiment battre son cœur, c'était de reconnaître la signature au bas de chaque reçu, une signature qu'elle connaissait bien car elle avait vu sa mère l'utiliser des milliers de fois sur ses autorisations scolaires. Un bruit dans le couloir fit geler Émilie, mais ce n'était que le vent claquant une porte quelque part dans la maison. Avec des doigts agiles, elle continua d'examiner les papiers, trouvant plus de reçus, tous datés d'avant l'arrestation d'Evangeline. Il y avait aussi des papiers avec des numéros de téléphone inscrits, certains barrés en rouge, d'autres encerclés en bas du dossier. Quelque chose fit courir le sang-froid d'Émilie. Une vieille photo d'Evangeline clairement prise sans son consentement, parlant à un homme qu'Émilie ne reconnaissait pas. Au dos de la photo, une note écrite à la main par sa mère. Preuve, une réunion suspecte. Le bruit de la douche s'arrêta soudainement, plongeant Émilie dans la panique. Elle commença rapidement à remettre tout en place, mais ses mains tremblaient tellement qu'un des reçus glissa, glissant sous la coiffeuse. Le cœur de la jeune fille semblait vouloir sauter hors de sa bouche alors qu'elle se penchait pour le récupérer. C'est alors qu'elle remarqua autre chose, un petit carnet noir caché au fond du tiroir inférieur. Émilie savait qu'elle n'avait pas le temps de le prendre, mais elle réussit à voir quelques mots écrits sur la première page. Plan phase, discrédité. Émilie n'eut guère le temps de remettre le dernier papier dans le dossier et de le cacher sous les mouchoirs avant d'entendre les pas de sa mère s'approcher de la chambre. Elle se glissa silencieusement derrière les rideaux, au même endroit où elle s'était cachée pendant la dispute dans le bureau. Vivien entra dans la pièce enveloppée de son peignoir de soie, des gouttes d'eau tombant encore de ses cheveux. Émilie observa à travers une petite fente dans le rideau pendant que sa mère se dirigeait directement vers la coiffeuse, ouvrant le tiroir des mouchoirs comme si elle avait besoin de vérifier quelque chose. Le soupir de soulagement de Vivien en trouvant le dossier intact était presque imperceptible, mais Émilie le remarqua. Elle regarda sa mère prendre le téléphone et composer un numéro, sa voix prenant un ton que la jeune fille n'avait jamais entendu auparavant. Tout se passe comme prévu. Gideon part demain et cette femme garde toujours sa bouche fermée. Mais nous devons nous débarrasser de toutes les preuves, nous ne pouvons pas prendre de risques. Émilie sentit son cœur s'arrêter lorsque sa mère regarda soudainement vers le rideau comme si elle avait senti sa présence. Vivien raccrocha brusquement l'appel, ses yeux fixés sur les rideaux qui bougeaient doucement avec la brise nocturne. Émilie retint son souffle, sentant le reçu papier qu'elle avait réussi à cacher dans sa poche brûlée contre sa peau. Sa mère se dirigea vers la fenêtre, mais s'arrêta lorsque Gideon apparut à la porte. « Maman, à quelle heure est mon départ demain ?» demanda Vivien, se tournant vers son fils, mais Émilie remarqua comment ses yeux revenaient une dernière fois au rideau avant de répondre. « À 9 heures, ma chérie. Tout est prêt pour ton voyage. » Le sourire sur ses lèvres n'atteignait pas ses yeux, qui brillaient d'une lueur calculatrice qu'Émilie n'avait jamais remarquée auparavant. Émilie tenait le vieux téléphone de Gideon dans ses mains tremblantes, caché dans le couloir menant à la chambre de ses parents. Son frère avait laissé l'appareil lorsqu'il avait eu un nouveau et maintenant, il pourrait être la clé pour dévoiler la vérité. La jeune fille avait observé un schéma ces dernières semaines. Les bijoux disparaissaient toujours les mercredis soirs, lorsque son père avait des réunions tardives et que Gideon assistait à ses cours supplémentaires. C'était un mercredi et l'horloge indiquait 19 heures. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre en se faufilant dans la chambre de ses parents. Ses mains suaient en tenant le téléphone, se souvenant des instructions qu'Evangeline lui avait toujours données sur le courage. Parfois, petite, nous devons être fortes même quand nous avons peur. La lumière de l'après-midi projetait des ombres étranges dans la pièce et chaque craquement du plancher en bois fit tourner son estomac. « Je dois être forte pour toi, Evangeline, murmura-t-elle en s'approchant de la coiffeuse où elle avait trouvé les reçus. Vivien était en bas, sa voix résonnant alors qu'elle parlait au téléphone.
Un autre de ces appels suspects qui sont devenus si fréquents. Émilie profita de l'occasion pour examiner la pièce, cherchant le meilleur endroit pour cacher le téléphone. Ses yeux se posèrent sur l'arrangement floral artificiel sur la coiffeuse. L'angle était parfait pour capturer toute la zone où sa mère manipulait habituellement les bijoux avec des doigts agiles. Elle positionna l'appareil parmi les fleurs, ajustant soigneusement la caméra pour qu'elle soit complètement dissimulée. Le bruit des pas de Vivien dans les escaliers fit geler Émilie un instant. Rapidement, elle vérifia si son téléphone enregistrait et était bien caché. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'un pétale artificiel bougea légèrement. Elle réussit à se glisser derrière les rideaux, son endroit habituel pour se cacher, juste quelques secondes avant que sa mère n'entre dans la pièce. Vivien semblait agité, faisant les 100 pas tout en continuant de parler au téléphone. « Oui, je dois résoudre cela aujourd'hui, nous ne pouvons plus attendre. » Émilie retint son souffle en regardant à travers la fente dans le rideau. Les minutes semblaient durer des heures alors qu'elle restait immobile dans son cachette. Ses jambes commençaient à lui faire mal, mais elle n'osa pas bouger. Vivien termina enfin l'appel et quitta la pièce, mais la jeune fille savait qu'elle devait attendre plus longtemps. Sa mère revenait toujours vérifier si elle était vraiment seule. L'astuce qu'Évangeline lui avait apprise sur la patience résonnait dans son esprit. Quand nous voulons vraiment quelque chose, petite, parfois nous devons attendre le bon moment, comme lorsque nous attendons qu'un gâteau soit prêt au four. Elle entendit le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir, annonçant l'arrivée de son père. Émilie entendit la voix de Vivien en bas, artificiellement joyeuse. « Chérie, je pensais que ta réunion durerait plus longtemps. » C'était son signal. Sa mère gardait toujours Sterling occupé pendant au moins une demi-heure avant de remonter. Le cœur battant, Émilie quitta son endroit de cachette et vérifia le téléphone une dernière fois. Le voyant rouge clignotant indiquait qu'il enregistrait et que la caméra avait une vue claire de toute la zone de la coiffeuse. Un mouvement dans le couloir fit qu'Émilie se cache à nouveau, cette fois derrière l'écran pliant dans le coin de la pièce. Gideon passa devant la porte, s'arrêtant brièvement pour regarder à l'intérieur de la pièce. Pour un moment terrifiant, Émilie pensa que son frère pourrait remarquer quelque chose, mais il se contenta de laisser échapper un soupir ennuyé et continua son chemin. La jeune fille attendit quelques minutes de plus avant de se faufiler hors de la pièce, ses jambes tremblant d'adrénaline. « Pardonne-moi, maman, pensa-t-elle, mais j'ai besoin de connaître la vérité. » Le dîner ce soir-là fut une torture pour Émilie. Elle pouvait à peine toucher sa nourriture, ses yeux revenant constamment en haut où son téléphone continuait d'enregistrer. Vivien semblait plus agité que d'habitude, vérifiant son propre téléphone toutes les quelques minutes. « Émilie, chérie, tu es si silencieuse, » commenta son père. La jeune fille força un sourire, sentant le poids de son secret dans sa poitrine. « Je suis juste fatiguée, papa, ça a été une longue journée. » Vivien lança un regard perçant à sa fille, comme si elle essayait de lire ses pensées. Émilie monta dans sa chambre dès qu'elle le put, mais elle ne put pas dormir. Chaque minute qui passait était une agonie, sachant qu'à un moment donné, sa mère montrait vérifier ses activités nocturnes mystérieuses. L'horloge sur sa table de nuit indiquait 22 heures. Lorsqu'elle l'entendit enfin, le doux bruit des pas dans le couloir de la chambre de ses parents fermait doucement la porte. Émilie serra son ours en peluche, le même qu'Évangeline lui avait offert pour son dernier anniversaire, et murmura une prière. « S'il te plaît, laisse-moi faire la bonne chose. » Le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'Émilie se glissa silencieusement hors de son lit. Elle avait patiemment attendu d'entendre les ronflements doux de son père et la respiration rythmée de sa mère à travers le mur mince séparant leur chambre. Pieds nus pour éviter de faire du bruit, elle se faufila dans le couloir sombre jusqu'à la chambre de ses parents, son cœur battant si fort qu'elle craignait de réveiller toute la maison. Mais elle devait récupérer le téléphone avant que quiconque ne le trouve. Les fleurs artificielles étaient toujours exactement comme elle les avait laissées, le téléphone parfaitement camouflé parmi les pétales. Avec des doigts tremblants, Émilie le récupéra, prenant soin de réarranger l'arrangement pour qu'il paraisse intact. Un mouvement dans la pièce suivante fit que Gideon rassembla ses dernières affaires pour son départ, faisant geler Émilie un instant. Mais son frère était trop préoccupé par ses propres problèmes pour remarquer la petite silhouette se faufilant dans le couloir sombre. En sécurité dans sa chambre, Émilie se cacha sous les couvertures avec le téléphone, créant une petite tente avec sa couverture comme elle le faisait avec Évangeline lorsqu'elle lisait des histoires ensemble. La lueur bleutée de l'écran illuminait son visage tendu alors qu'elle naviguait vers les enregistrements de la nuit précédente. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber l'appareil lorsque la première image apparut. Sa mère, Vivien, entrant dans la chambre peu après 22 heures. La vidéo montrait Vivien se déplaçant délibérément dans la pièce,
ses mouvements précis et calculés, très différents de son air éthéré habituel. Émilie regarda avec horreur sa mère ouvrir un faux tiroir à l'arrière de la coiffeuse, un compartiment qu'elle n'avait jamais su qu'il existait. Depuis l'intérieur, Vivien avait récupéré plusieurs bijoux qui avaient apparemment été volés par Évangeline. Mais ce qui fit glacer le sang d'Émilène fut de voir sa mère décrocher le téléphone et composer un numéro, sa voix adoptant un ton que la jeune fille n'avait jamais entendu auparavant. Tout est prêt pour demain avec Gideon au pensionnat. Personne ne fera le lien, le cœur d'Émilène battait la chamade alors qu'elle continuait de regarder Vivien s'approcher de la fenêtre où la lumière de la lune illuminait son visage habituellement beau, maintenant tordu en une expression calculatrice. Cet idiot, Évangeline, tient toujours bon en pensant qu'elle protège Émilène. Elle ne sait pas qu'elle est exactement à l'endroit où nous la voulions. Émilène dut se couvrir la bouche de sa main pour ne pas crier. Sa mère poursuivit. Ne t'inquiète pas, Sterling est complètement distrait par ses soupçons sur Gideon. Tout se déroule comme prévu. Les larmes brouillaient la vision d'Émilène, mais elle ne pouvait pas arrêter de regarder la vidéo. Celle-ci montrait Vivien mettre des bijoux dans un petit sac de velours tout en continuant sa conversation téléphonique. Les prochains bijoux sont déjà mis de côté. Avec l'argent de leur vente, nous pouvons couvrir toutes les pertes du casino sans que Sterling ne le découvre. Quant à Évangeline, elle va passer pas mal de temps en prison et réfléchir à 2 fois avant d'essayer de me faire chanter à nouveau. Émilène sentit son monde tourner alors qu'elle entendait ces mots. Faire chanter Évangeline, elle ne le ferait jamais. La vidéo continua de montrer Vivien organiser des papiers, les mêmes reçus qu'Émilène avait trouvés auparavant. Le plan fonctionnait parfaitement. Sa mère disait au téléphone que cette vieille fouine avait découvert ses dettes de jeu et pensait pouvoir la menacer. Elle avait dû s'en débarrasser avant qu'elle ne le dise à Sterling. Gideon, un bon garçon, avait fait exactement ce qu'elle lui avait demandé. Un peu d'argent en plus et la promesse de ne pas dire à son père ce qu'il avait fait suffisait à garantir sa coopération. Le bruit de pas dans le couloir fit rapidement éteindre Émilène son téléphone, le cœur battant comme un tambour. Elle attendit, retenant son souffle jusqu'à ce que les pas s'éloignent. Lorsqu'elle le ralluma, la vidéo montrait les derniers instants de la nuit. Vivien rangeait soigneusement tout et passait un dernier appel. Tout est prêt pour demain. Avec Gideon absent et Évangeline en prison, personne ne suspectera Émilène. Ne t'inquiète pas pour elle, c'est juste une petite fille effrayée qui fera tout ce que sa mère lui dit pour garder la famille unie. L'enregistrement se termina, laissant Émilène assise sur son lit, tremblant de manière incontrôlable. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, les dettes de sa mère, le chantage sur Gideon, le piège tendu contre Évangeline. Sa gouvernante bien-aimée était emprisonnée, souffrant simplement parce qu'elle avait découvert la vérité sur Vivien et essayé de protéger la famille. Et maintenant, Émilène était la seule à tout savoir. Le poids de cette découverte semblait trop lourd pour ses petites épaules. Émilène s'assit par terre dans sa chambre, le dos contre le mur, le téléphone toujours dans ses mains tremblantes. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage alors que son esprit rejouait chaque instant de la vidéo. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir, annonçant que Gideon partirait dans quelques heures. Les sons de la maison qui s'éveillaient, l'eau qui coulait, les portes qui s'ouvraient et les pas dans les couloirs semblaient lointains, comme si elle était dans une bulle de tristesse et de confusion. « Que faire maintenant » murmura-t-elle en serrant l'ours en peluche qu'Évangeline lui avait offert, comme s'il pouvait avoir la réponse. Ses yeux se posèrent sur la photographie sur sa table de nuit, elle et Évangeline dans le jardin, toutes deux souriantes, le gouvernante lui apprenant à planter des fleurs. Le souvenir de ce jour était si vif, l'odeur de la terre humide, les rires partagés, Évangeline expliquant que certaines graines ont besoin de temps et de courage pour fleurir, comme cette graine, petite, disait Évangeline. Parfois, il faut du courage pour grandir même quand le monde semble sombre. Émilène serra le téléphone contre sa poitrine, ressentant le poids de la vérité qu'il contenait. Le son de la voix de sa mère dans le couloir fit battre son cœur plus fort. Vivien était de nouveau au téléphone, son ton doux et contrôlé, la même voix qu'elle avait utilisée pour faire arrêter Évangeline, manipuler Gideon, tromper son père tout ce temps. Émilène pensa à toutes les nuits où Évangeline l'avait consolée après des cauchemars, à la façon dont la gouvernante avait toujours su exactement quoi dire pour rendre le monde moins effrayant. Maintenant, Évangeline vivait un véritable cauchemar seule dans une cellule froide, tout cela pour avoir essayé de la protéger. Ses doigts glissèrent sur l'écran du téléphone, revoyant des extraits de la vidéo. Chaque mot de sa mère lui faisait mal comme un coup de poignard. Les dettes de jeu, le chantage, le plan pour piéger Évangeline. Émilène pensa à son père, toujours si occupé par le travail qu'il ne remarquait pas ce qui se passait chez lui.
Elle pensa à Gideon, choisissant l'argent et le silence plutôt que la vérité, et elle pensa à sa mère, la femme qui était censée la protéger mais qui n'avait pas hésité à détruire une vie innocente pour cacher ses propres erreurs. Les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers la fenêtre, baignant la pièce de teinte dorée qui semblait se moquer de l'obscurité dans son cœur. Et Mylène se leva lentement, s'approchant du miroir. Ses yeux rouges et larmoyants rencontrèrent son propre reflet. Pendant un instant, elle vit une lueur de détermination qu'elle admirait tant chez Évangeline. « Que ferais-tu » demanda-t-elle doucement à son reflet, se souvenant des mots que la gouvernante avait toujours répétés, « La vérité peut faire mal, ma petite, mais les mensonges font encore plus mal. » Le bruit des valises traînées dans le couloir indiquait que Gideon se préparait à partir. Et Mylène regarda de nouveau le téléphone dans ses mains, la seule preuve concrète de l'innocence d'Évangeline et de la culpabilité de sa mère. Révéler la vérité signifierait exposer sa famille, peut-être voir sa mère emprisonnée, faire face à la honte et au scandale. Mais rester silencieuse condamnerait Évangeline à des années d'incarcération injustifiée, trahissant la personne qui l'avait toujours protégée et aimée inconditionnellement. Vivien frappa à sa porte. « Ma chérie, viens dire au revoir à ton frère. » La voix de sa mère, si familière et maintenant si étrange, fit frissonner Mylène. Elle jeta un dernier coup d'œil à la photo avec Évangeline, à l'ours en peluche, au téléphone tenant la vérité. Les mots d'Évangeline lors de son dernier jour au manoir résonnaient dans son esprit, « Sois toujours courageuse, mon amour, même quand cela semble impossible. » Et Mylène sentit de nouvelles larmes couler sur ses joues, mais cette fois elles étaient différentes. Non plus des larmes de confusion, mais de détermination. Le son de la porte d'entrée s'ouvrant annonçait le départ imminent de Gideon. Et Mylène glissa son téléphone dans sa poche, ressentant son poids comme si elle portait le monde entier. Elle essuya ses larmes avec le dos de ses mains, redressa ses épaules comme elle avait vu Évangeline le faire tant de fois face à des situations difficiles. « Pardonne-moi, maman » murmura-t-elle à la pièce vide. Mais Évangeline m'avait appris que le véritable amour signifie faire ce qui est juste même quand cela fait mal. Et Mylène ouvrit la porte de sa chambre, le téléphone bien rangé dans sa poche, la vérité pesant sur son cœur. Chaque pas vers les escaliers semblait plus difficile que le précédent. Son esprit se tourna vers Évangeline, seule dans sa cellule, restant forte et silencieuse pour la protéger. Maintenant, c'était à son tour de la protéger, pensa Mylène, descendant les marches vers ce qu'elle savait être la fin de son enfance innocente. Dans sa poche, le téléphone semblait pulser avec la vérité qui allait changer à jamais la vie de tout le monde au manoir. Les couloirs du palais de justice semblaient interminables tandis qu'Mylène courait, ses petits pieds résonnant sur le sol en marbre, ses poumons brûlant d'effort. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas quand elle savait que le juge allait prononcer la sentence qui condamnerait Évangeline à la prison à vie. Le téléphone pesait dans sa poche comme une encre de vérité, battant contre sa jambe à chaque foulée désespérée. Derrière elle, elle pouvait entendre la voix de sa mère appelant son nom, mais cela ne faisait que la faire courir plus vite. La salle d'audience était bondée ce matin-là, des journalistes et des curieux remplissant les couloirs pour voir le dénouement de l'affaire qui avait attiré tant d'attention. Et Mylène se glissa entre les gens, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. À travers les doubles portes en bois de la salle d'audience, elle entendit la voix profonde du juge entamer les dernières procédures. « S'il vous plaît » murmura-t-elle entre des souffles haletants, « s'il vous plaît, ne me laissez pas être trop tard. » Vivien était à quelques mètres derrière, essayant d'atteindre sa fille sans attirer trop l'attention. Et Mylène pouvait sentir le désespoir dans les pas de sa mère. Elle savait qu'elle avait compris ce qui allait se passer lorsque Vivien vit la jeune fille prendre l'ancien téléphone de Gideon. Et Mylène arrêta net. « Arrête-toi maintenant » La voix de Vivien semblait de plus en plus menaçante à chaque instant, mais la jeune fille ne pensait qu'à le visage d'Évangeline, à la façon dont sa gouvernante était restée silencieuse tout ce temps pour la protéger. Les portes de la salle d'audience étaient maintenant à quelques mètres seulement, gardées par 2 agents. Et Mylène pouvait entendre le juge parler des preuves présentées et de la gravité du crime. Ses jambes tremblaient de fatigue et de peur, mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas quand elle était si proche. Un des gardes la vit approcher et étendit le bras pour l'arrêter. « Fille, tu ne peux pas, dit-il. » Et Mylène était petite et agile, résultat de tous les jeux de poursuite avec Évangeline dans le jardin du manoir. L'air à l'intérieur de la salle d'audience était lourd d'attente. Et Mylène vit Évangeline assise dans le banc des défendeurs, toujours vêtue de l'uniforme orange de prison. Ses cheveux grisonnants semblaient encore plus blancs sous les lumières fluorescentes. Le juge se tenait, ses papiers organisés devant lui, prêt à prononcer la sentence. Sterling, son père, était au premier rang,
son visage une masque de déception dirigée vers l'ancienne gouvernante. Personne ne s'attendait à voir une enfant entrer en trombe dans la salle à ce moment solennel. Les secondes semblaient s'étirer comme des heures alors qu'Emilène courait le long de l'allée centrale de la salle. Elle pouvait entendre les murmures de surprise des présents, le bruit des agents de la cour essayant de la rejoindre, la voix de sa mère maintenant teintée de panique réelle, « Quelqu'un arrête là !» Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Évangeline, en cet instant, toute la force dont elle avait besoin revint à ses jambes fatiguées. « Évangeline !» cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs de la salle d'audience. « Je connais la vérité. J'ai des preuves. » Le juge frappa son marteau, réclamant de l'ordre dans la salle d'audience alors que le chaos éclatait. Vivien réussit enfin à entrer, son visage normalement composé maintenant tordu par un mélange de colère et de peur. Sterling se leva, confus par l'apparition soudaine de sa fille. Évangeline resta immobile à sa place, les yeux fixés sur Emilène, un mélange d'amour et d'inquiétude dans son regard. La jeune fille atteignit la zone centrale de la salle, juste en face du pupitre du juge, ses petites mains tremblantes alors qu'elle sortait le téléphone de sa poche. Le son de plus de personnes entrant dans la salle, gardes et agents de la cour créant une nouvelle vague de confusion. Emilène serra le téléphone comme s'il était l'objet le plus précieux au monde, des larmes coulant librement sur son visage rougi par l'effort. « Votre honneur » sa voix enfantine résonna étonnamment claire au milieu du tumulte. « S'il vous plaît, vous devez voir ceci avant la sentence. Évangeline est innocente, je peux le prouver. » Vivien fit un pas en avant, sa voix tremblant légèrement. « Ma chérie, tu ne sais pas ce que tu fais. » Le juge observa la scène avec un mélange d'irritation et de curiosité. Des années d'expérience lui avaient appris à reconnaître quand quelque chose d'important allait se passer dans sa salle d'audience. Emilène resta ferme, même avec ses jambes tremblantes, même avec sa mère essayant de l'atteindre, même avec toute la confusion autour d'elle. Ses yeux retrouvèrent Évangeline et elle vit quelque chose qui lui donna la dernière force dont elle avait besoin, fièrement, la même fierté qu'elle avait vue lorsqu'elle atteignait une note difficile au piano, lorsqu'elle apprenait un nouveau mot, lorsqu'elle affrontait ses peurs. « Évangeline m'a toujours appris à faire ce qui est juste, » dit-elle, sa voix maintenant plus forte, « même quand c'est difficile, et c'est ce que je vais faire maintenant. » Le juge fit signe qu'un écran de projection soit apporté. Emilène, toujours tremblante, tendit le téléphone à un agent de la cour. Vivien tenta d'intervenir, sa voix adoptant ce ton doux qui semblait maintenant faux aux oreilles de sa fille. « Votre honneur, c'est ridicule. Ma fille n'est qu'une enfant confuse qui... » Mais ces mots furent interrompus lorsque la première image apparut à l'écran, elle-même dans la chambre, retirant des bijoux du compartiment secret. Un silence absolu tomba sur la salle alors que la vidéo commençait à jouer. La voix de Vivien remplissait l'espace, claire et impitoyable, « Cet idiot, Évangeline, tient toujours bon en pensant qu'elle protège Emilène. » Sterling se leva de son siège, son visage pâlissant à chaque nouvelle révélation. Les mots continuaient, « Avec l'argent de la vente de ces bijoux, nous pouvons couvrir toutes les pertes du casino sans que Sterling ne le découvre. » Évangeline, dans le banc des défendeurs, gardait les yeux fixés sur l'écran, des larmes silencieuses coulant sur son visage. La vidéo continuait de révéler chaque détail du stratagème, les dettes de jeu, la manipulation de Gideon, le piégeage d'Évangeline. À chaque nouvelle révélation, des soupirs de choc traversaient la salle. Vivien s'était effondré sur une chaise, son visage habituellement composé maintenant marqué par la défaite, et la voix d'Évangeline continuait dans l'enregistrement, « Elle passera un bon long moment en prison et réfléchira à 2 fois avant d'essayer de me faire chanter à nouveau. » Sterling se tourna vers sa femme. Des décennies de confiance s'effondraient en quelques secondes. Les agents commencèrent à se diriger vers Vivien tandis que le procureur se levait déjà pour demander la parole. Emilène resta debout au centre de la salle d'audience, ses petites mains toujours tremblantes mais son regard ferme. Évangeline s'était levée de son siège, retenue seulement par la présence d'un garde à côté d'elle. Le juge observait tout avec une expression grave, prenant rapidement des notes tandis que la vidéo continuait de révéler chaque détail du plan de Vivien. La confession finale dans la vidéo résonna dans la salle, « Gideon était un bon garçon, il a fait exactement ce que je lui ai demandé. » Un peu d'argent en plus et la promesse de ne pas dire à son père ce qu'il avait fait suffisait à garantir sa coopération. Sterling couvrit son visage de ses mains, son monde s'effondrant sous ses yeux. Le procureur appelait déjà à l'arrestation immédiate de Vivien et au rejet des accusations contre Évangeline. Emilène permit enfin à ses jambes de céder, glissant par terre en sanglotant. Vivien obtint la permission de s'approcher d'Emilène, s'agenouillant à ses côtés et l'enlaçant dans ses bras.
Tu as été si courageuse, mon amour, murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Vivien regardait la scène avec un mélange de rage et de désespoir tandis que les officiers s'approchaient d'elle avec des menottes. Le juge frappa son marteau, sa voix profonde coupant à travers les murmures qui avaient envahi la salle d'audience. En vue des nouvelles preuves présentées, je suspends immédiatement la sentence contre Evangeline Whitmore. Le chaos contrôlé qui suivit semblait se dérouler au ralenti. Vivien, menotté, Sterling essayait de comprendre tout ce qu'il avait découvert. Des journalistes tentaient d'entrer dans la salle d'audience pour enregistrer le retournement sensationnel, mais pour Emilène, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle était dans les bras d'Evangeline, le seul endroit où elle s'était jamais vraiment sentie en sécurité. « Pardonne-moi » murmura la jeune fille de ne pas avoir parlé plus tôt. Evangeline la serra plus fort, ses larmes se mêlant à celles d'Emilène. « Tu n'as rien à te faire pardonner, ma petite. Tu as sauvé ma vie. » La voix du juge retentit de nouveau, maintenant dirigée vers Vivien. « Madame Hargrave, vous êtes par la présente placée en détention pour parjure, obstruction à la justice, fraude. » La liste des accusations continuait, chaque mot faisant rétrécir Vivien davantage dans sa chaise. Emilène regardait sa mère, son cœur déchiré entre l'amour filial et la justice qu'elle savait nécessaire. Evangeline, sentant son angoisse, lui murmura à l'oreille, « Parfois, ma chérie, faire ce qui est juste est le plus vrai acte d'amour que nous puissions montrer. » Une dernière révélation de la vidéo résonna dans la salle d'audience. « Emilène, ne t'inquiète pas pour elle, c'est juste une petite fille effrayée qui fera tout ce que sa maman dit pour garder la famille unie. » Ces mots, qui avaient autrefois été une menace voilée, résonnaient maintenant avec la plus grande ironie. Emilène avait prouvé qu'elle était bien plus forte que ce que sa mère avait jamais imaginé. Le juge regarda directement la jeune fille avec un rare sourire adoucissant et très sévère. « Mademoiselle Emilène, votre courage aujourd'hui n'a pas seulement sauvé une vie innocente, mais a également montré que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, trouve toujours son chemin. » Tout cela se passa en un battement de cœur. Vivien, saisissant le moment où les officiers parlaient avec le procureur, repoussa sa chaise en arrière avec force et se précipita vers la sortie latérale de la salle d'audience. Le mouvement fut si soudain que personne ne réagit instantanément. Ses talons aiguilles claquaient contre le marbre comme des coups de feu alors qu'elle courait, son élégance habituelle remplacée par le désespoir d'un animal en cage. « Arrête-la !» cria le juge, mais Vivien avait déjà atteint la porte. Le chaos éclata dans la salle d'audience alors que les policiers et les agents de sécurité lançaient la poursuite. Sterling resta ancré sur place, comme si ses jambes s'étaient transformées en plomb. Evangeline tira instinctivement Emilène plus près, la protégeant de l'agitation qui se déroulait. La jeune fille regardait un mélange d'horreur et de tristesse alors que sa mère fuyait comme une criminelle ordinaire, si différente de la femme posée et contrôlée qu'elle avait toujours connue. Vivien parvint à atteindre le couloir principal, bousculant les gens dans sa frénétique quête de liberté. Ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, étaient maintenant fouettés sauvagement alors qu'elle courait. Un agent de sécurité tenta de la saisir, mais elle se dégagea, laissant derrière elle son manteau coûteux. « Laissez-moi passer !» cria-t-elle, sa voix méconnaissable, mélange de fureur et de panique. Mais les sorties du palais de justice étaient déjà bloquées par des officiers alertés par la perturbation. Le son des pas et des cris résonnait dans les couloirs du palais de justice alors que Vivien, désormais acculé, cherchait frénétiquement une issue. Ses yeux sauvages se posèrent un instant sur Emilène, qui regardait toute la scène se dérouler depuis l'embrasure de la porte de la salle d'audience, toujours protégée dans les bras d'Evangeline. Pendant un bref instant, mère et fille échangèrent des regards, une histoire entière d'amour et de trahison contenue dans ce seul regard. « C'est fini, Madame Hargrave » dit l'un des officiers en s'approchant prudemment avec des menottes en main. Vivien recula jusqu'à ce qu'elle heurte le mur, sa robe coûteuse froissée, son maquillage effacé par des larmes désespérées. « Vous ne comprenez pas ?» sa voix trembla. « J'ai fait ça pour ma famille, pour garder les apparences, pour protéger notre nom. » Emilène sentit Evangeline lui donner une légère pression sur l'épaule, un geste silencieux de réconfort face aux paroles creuses de sa mère. Sterling parvint enfin à bouger, arrivant à l'embrasure de la porte juste au moment où les officiers attrapaient Vivien. « Comment as-tu pu ?» Sa voix portait tout le poids de la trahison. « Tu as détruit une vie innocente, manipulé notre fils, traumatisé notre fille et tu prétends que c'était pour la famille. » Vivien se débattit alors que les officiers tentaient de le menotter, sa dernière once de dignité se désintégrant en hystérie. « Sterling, s'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Pense au scandale. » Les journalistes commençaient déjà à envahir les couloirs,
les caméras flashant, capturant chaque instant de la chute élégante de Vivien Hargrave. Émilène cacha son visage dans l'uniforme de prison encore porté par Évangeline, incapable de continuer à regarder. La gouvernante la serra protectivement, murmurant des mots de réconfort. « Ferme les yeux, mon amour. Parfois, il vaut mieux ne pas voir la fin de l'histoire. » Vivien, désormais soumise et menottée, continuait de crier des promesses et des menaces, sa voix résonnant dans les couloirs du palais de justice. Le juge, qui avait été témoin de toute la scène, fit signe que Vivien soit emmené, tentant d'échapper à la liste des accusations. Il ordonna, d'une voix grave, coupant à travers le chaos tandis que les policiers escortaient Vivien vers la voiture de patrouille qui l'attendait. Elle jeta un dernier regard en arrière, non pas vers son mari, ni vers les journalistes, mais vers Émilène, un regard chargé de milliers de mots non dits, de promesses brisées et d'un remords arrivé trop tard. À la fin du couloir, les derniers cris de Vivien pouvaient être entendus, étouffés par la fermeture de la portière de la voiture. Les journalistes tournèrent maintenant leur attention vers la véritable héroïne de l'histoire, la petite Émilène qui avait choisi la vérité par-dessus tout. Évangeline la serra plus fort, la protégeant des lumières et des questions. « Rentrons à la maison », murmura-t-elle, et pour la première fois depuis des semaines, ces mots signifiaient vraiment chez soi. Le soleil brillait intensément le jour où Évangeline sortit de prison, si différente du matin sombre de son arrivée. La lourde porte s'ouvrit et elle émergea, toujours vêtue de l'uniforme orange, mais maintenant la tête haute et un sourire serein sur les lèvres. À sa surprise, elle fut accueillie par une rangée de détenus, les mêmes qui l'avaient auparavant harcelée applaudissant en signe de respect silencieux. La chef du groupe, celle qui l'avait autrefois menacée, s'avança. « Tu nous as appris que l'innocence et la dignité ne sont pas que des mots, Évangeline. Ce sont des choix. » Dehors, Sterling et Émilène attendaient. La petite fille ne put se contenir et courut dans les bras d'Évangeline dès qu'elle la vit, des larmes de joie mouillant l'uniforme de prison pour la dernière fois. Sterling s'approcha, visiblement ému. « Évangeline, rien de ce que je peux faire ou dire ne compensera le mal que nous avons causé, mais j'aimerais offrir non seulement une compensation, mais aussi ton poste. Notre maison n'est plus la même sans toi. » Évangeline serra Émilène plus fort, ressentant l'amour pur de l'enfant qu'elle avait toujours considéré comme sa fille. Mais elle savait que certaines pages ne pouvaient simplement pas être réécrites. Avec sa douceur caractéristique, Évangeline expliqua sa décision « Je ne garde aucune rancœur, monsieur Sterling. L'amour que je ressens pour Émilène est plus grand que toute douleur, mais j'ai besoin d'un nouveau départ avec ma famille qui a tant souffert. » Émilène pleura mais comprit. Évangeline lui avait appris que parfois, l'amour signifie laisser partir. L'ancienne gouvernante promit des visites, des rencontres au parc, des après-midi d'histoire. Ce ne serait pas un adieu, mais un nouveau départ, selon de nouvelles conditions. La même semaine, dans un retournement ironique du destin, Vivien entra par les mêmes portes. Évangeline avait laissé ses bijoux coûteux, qu'elle chérissait tant, remplacés par un uniforme orange identique. Le même couloir, les mêmes cellules, le même mépris qu'elle avait autrefois encouragé contre Évangeline, maintenant dirigé contre elle-même. La différence était que, tandis qu'Évangeline n'avait jamais été seule grâce à l'amour d'Émilène et de sa famille, Vivien découvrit le véritable sens de la solitude. Le dimanche, la cour de la prison se remplissait des proches visitant les détenus. Vivien se soignait méticuleusement même dans l'uniforme simple, espérant voir Sterling ou Émilène. Les heures passaient, le soleil se couchait et personne ne venait. Gideon au pensionnat ne répondait jamais à ses lettres. Émilène, bien que de bon cœur, pensait parfois que sa mère était trop occupée à aider Évangeline avec son nouveau projet, une garderie pour enfants défavorisés. La garderie des graines d'amour était née du désir d'Évangeline de transformer son expérience en quelque chose de positif. Dans un petit bâtiment coloré, elle s'occupait désormais de dizaines d'enfants, beaucoup étant les filles de détenus. Émilène rendait visite dès qu'elle le pouvait, aidant à raconter des histoires et à planter des fleurs dans le jardin, une tradition qu'elle maintenait. L'endroit devint un symbole de la façon dont l'amour peut fleurir même dans les sols les plus improbables. Le dernier rayon de soleil pénétra par la fenêtre de la garderie alors qu'Évangeline terminait l'histoire. Émilène, qui connaissait bien la fin, avait encore des larmes dans les yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de compréhension, de la façon dont des choix difficiles peuvent mener à des chemins plus véridiques, de la façon dont le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais faire ce qui est juste malgré tout. Évangeline sourit à sa petite héroïne, sachant que certaines histoires n'ont pas besoin d'un traditionnel « ils vécurent heureux » pour avoir une fin parfaite. Et ainsi,
Évangeline conclut devant son audience attentive, nous apprenons que la famille n'est pas seulement celle dans laquelle nous naissons, mais celle que nous choisissons avec notre cœur, et que le véritable amour signifie faire ce qui est juste même quand cela fait mal. Émilène prit sa main. Ensemble, elles regardèrent les enfants qui représentaient leur nouveau départ, un avenir construit non pas sur des mensonges élégants, mais sur des vérités simples et un amour authentique.